Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Ah, je sais ce qu'on pourrait faire. Je sais pas si tu te souviens, le mois dernier, on avait dit, pour le défi, on va faire une surprise. Et là, imagine, on change mais tout le cast du contre-cast. Ah ouais? Ah, ce serait marrant, ouais. Attends, c'est pas mal. Mais grave. Non mais, attends, t'es qui, toi? C'est moi, c'est Adrien. Et je suis là pour présenter ce soir. Vous êtes chaud, vous? Ouais. Cool. Et ben, le contre-cast, c'est parti. Bonsoir à tous, le Contrecast, c'est quoi ? C'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez sans doute désormais, chacun a sa chronique, puis on échange entre nous et on commence par un traditionnel tour de table, malheureusement à distance, avec celle sans qui tout ça ne serait pas possible, notre incontournable chef d'orchestre du Contrecast. Elle a tout organisé pour qu'on puisse être ensemble ce soir. C'est Alex. Hello, chef d'orchestre carrément, j'adore. Et ouais, j'ai les baguettes, attention à vous. Et voilà. Comment tu vas ? Ça va très bien, et toi ? Ça va très bien. T'es venu avec un petit truc à nous présenter, toi, ce soir ? Exact, je parlais de vie étrange. De vie étrange. Je suis déjà tout intrigué. On continue avec notre éminente docteure, celle qui fait semblant de détester qu'on la hâte sur Discord. C'est Hâte Lulu. Bonsoir. Non, j'adore quand on me hâte sur Discord balancer les hâtes. T'adores en vrai ? Ouais, j'aime beaucoup, ouais. De quoi tu vas nous parler, toi, ce soir ? Alors, je voulais vous faire un octogone Gilda versus Eve, mais j'ai changé un petit peu, mon fusil d'épaule, mais pas de beaucoup, donc il y a pas de souci. Ok, bon, il va falloir que je revoie tous mes textes, quoi, mais c'est pas grave. Et enfin, celui qui a un tel goût de l'aventure qu'il s'était mis un soir au défi de goûter tous les produits avec l'étiquette nouveau dans un Franprix qu'on a fréquenté ensemble, c'est Ben. C'est tout à fait moi. Ça, c'est vrai, ça. Et c'est vrai. C'est vrai. Ça On les avait même dossiers. fait une soirée petit prix également, que c'était de la nourriture de pas bonne qualité. Non, c'est vraiment voilà, le goût de l'aventure, même Le goût culinaire. de l'aventure. C'est ça. Voilà. Toujours Est-ce que l'aventure. tu vas nous parler de malbouffe ce soir ? Non, ça bouffe pas trop dans l'œuvre dont je vais vous parler, mais je vais parler de séances, d'écoute, de se livrer et de cerveau. Allez, on va dire ça comme ça. Eh ben écoute, je vais mettre un petit jingle et puis on va passer au premier sujet. Alors Alex, c'est toi qui vas commencer ce soir et toi t'es venu donc avec un jeu vidéo dans lequel tu t'es plongé pour nous, mais peut-être aussi un petit peu pour toi, si j'ai bien suivi. Complètement. C'est Life is Strange 2. On t'écoute. Le 2. Alors ouais, je vais vous parler aujourd'hui de Life is Strange 2. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu vidéo, c'est un jeu d'aventure, on va dire ça comme ça, point and click, de type très très narratif, en plusieurs épisodes. Donc je vais vous faire un petit peu la chronologie des faits de comment j'ai découvert cette saga, parce que là je vous parle du 2, mais il y a bien entendu un 1 avant. Et donc en fait j'avais découvert le 1 en m'incrustant à une cérémonie de remise de prix qui s'appelle les Ping Awards, qui donc est censé remettre des prix à plein de titres de l'industrie du jeu vidéo. Pas que censé, Et en fait, ils l'ont vraiment fait aussi. Oui, non, ils le font, mais je crois qu'ils l'ont annulé, celui de 2020. Malheureusement, oui. Covid, Effectivement. ouais, voilà, exactement. Donc, c'est pour ça, censé. Et donc, l'année où j'y suis allée, Life is Strange était nommé dans la catégorie Ping Award du meilleur scénario, Ping Award de la meilleure bande son, et Grand Prix, donc le best du best du best. Ils ont gagné ce soir-là le Grand Prix et le Ping Award du meilleur scénario, et en fait j'étais avec ma pote qui m'avait incrustée à cette soirée et qui me disait à quel point c'était trop mérité, et elle me disait à quel point ils auraient mérité aussi la bande son parce que c'était génial. Et ce qui m'avait le plus marqué, c'était à quel point
l'équipe qui venait pour récupérer le prix était salée sur scène, mais alors vraiment très très salée, parce qu'apparemment ils avaient eu pas mal de mésaventures sur le titre, des problèmes d'argent, si j'ai bien compris, et ils ont failli ne jamais finir en fait leur titre avec des petits problèmes de financement, etc. Et donc il s'étonnait de recevoir ce prix, donc ça a attisé ma curiosité et je me suis lancée du coup dès que je suis rentrée chez moi sur Life is Strange 1, qui était grosso modo super cool, où on suivait une jeune fille qui revient dans sa ville de naissance, on va dire ça comme ça. Et elle retrouve une de ses potes d'enfance et on se retrouve avec... et elle se rend compte qu'elle a un pouvoir qui se manifeste très très bizarrement. Et c'était très très centré sur vraiment les difficultés que c'est d'être adolescent avec des thèmes assez forts comme le suicide. Il y a une enquête qui se crée entre la protagoniste principale qui est donc Maxine et sa pote qui cherche aussi une troisième fille qui a disparu depuis un moment. Enfin bref, voilà. Et tout ça en 5 épisodes. Lors du 5e épisode, on se rendait bien compte que le budget était compliqué et que ça avait dû être un petit peu coupé parce qu'il y avait l'histoire avait été raccourcie et puis il y avait un peu pas des incohérences, mais bon, ça se voyait qu'ils avaient un petit peu élagué là où ils pouvaient, ce qui donnait au final un sentiment le sentiment que j'ai gardé de l'épisode 1 était bof. Enfin déjà tout le monde me parlait de la musique et moi j'étais pas trop emportée par ce côté-là de Life is Strange. Je me sentais pas trop concernée non plus par ce qui arrivait trop à ces jeunes filles dans Life is Strange 1, et je le trouvais un petit peu, on va le dire, surcoté. Je vais pas me faire que des amis ce soir, mais c'est pas grave. Quand Life is Strange 2 a été annoncé, c'est vrai que j'étais pas plus hypée que ça. Jusqu'à fin 2020 où je me retrouve sur un live Twitch d'un auteur de jeux de société qui s'appelle Théo Rivière et qui parle de Life is Strange 2 qu'il doit refaire, et là je me dis ah ouais c'est vrai, Life is Strange 2 était quand même dans ma pile à jouer un jour au calendrier grec, quoi, enfin on sait pas, et je cherche en même temps que ce live Twitch et je me rends compte que l'épisode 1 est gratuit, et l'épisode 1 est gratuit, donc je me dis go, pourquoi pas. Et là je me suis retrouvée dans un engrenage. Si je m'attendais à ça, c'était juste avant Noël en plus, enfin genre quand on a vraiment d'autres choses à faire que de se mettre à jouer intensément à un jeu vidéo. Mais manger de la dinde, je me suis retrouvée des trucs comme ça. Ouais, enfin je sais pas, s'occuper de sa famille, quoi, enfin des trucs. Donc voilà. Et donc je me suis retrouvée dans Life is Strange 2, qui est plus centré là cette fois sur deux frangins. Donc on a Sean et Daniel. Alors, une particularité de Life is Strange, pourquoi la vie est étrange ? Parce qu'en fait, il y a toujours un protagoniste dans ces histoires-là qui a un pouvoir qui se développe et qui va être bien utile tout au long de la saga, ou en tout cas, on va avoir des choses scénaristiques qui vont se passer avec ces pouvoirs-là. Et donc là, dans Life is Strange 2, on a Sean et Daniel, qui sont deux frangins, donc il y en a un de 16 ans et l'autre, je sais pas trop, je me rappelle plus trop, mais Daniel est un peu plus jeune, genre il a 8 ans, 10 ans, je sais plus exactement. Et en fait, il va y avoir au tout début de l'histoire un gros quiproquo qui va amener un drame familial pour ces deux frangins et faire en sorte, j'essaie de pas spoiler du tout, et faire en fait d'eux des fugitifs. Et donc Sean va prendre son petit frère sous son aile, il va l'embarquer sur la route en lui mentant un petit peu sur plein de choses, dont ce qui est arrivé à leur père, et dont le pouvoir que Daniel a manifesté lors de l'événement bizarre qu'on ne spoilera pas. Et les deux vont partir sur la route que tous les deux, donc mineurs, sans ressources, sans rien du tout. Et ils vont vivre des péripéties tout le long de 5 épisodes, qui vont les emmener à voyager jusqu'à la ville natale de leur père. Pourquoi la ville natale de leur père ? Parce que leur père est immigré, je crois que c'est de Mexico, mais je suis plus trop sûre, mais je crois ils essayent de passer la frontière avec le Mexique. Et pourquoi cette histoire m'a particulièrement touchée ? Déjà, elle touche des thèmes qui me parlent complètement à moi.
C'est-à-dire déjà la famille, ça c'est clair, parce qu'on a Sean, donc le grand frère, qui se retrouve à devoir entre guillemets jouer le rôle de grand frère pour Daniel, mais aussi en quelque sorte la figure paternelle, ça devient Sean à partir du moment où ils prennent la route. En fait, il va devoir, avec un vrai sentiment d'urgence, lui transmettre plein de valeurs qu'il pense que leur père aurait voulu qu'il transmette. Il y a des choses assez fortes qui se passent. Surtout que Life is Strange, je me suis pas trop attardée dessus, mais donc c'est un point and click c'est un jeu à décision. Donc dès qu'on prend une décision, ça a un impact sur la fin. Et je trouve que là, c'est beaucoup plus le cas dans ce titre 2, le Life is Strange 2, que dans le 1. Là, vraiment, on a des impacts directs sur les décisions qu'on prend en tant que grand frère, parce que le joueur incarne Sean, vont directement influencer sur ce que fait Daniel. Et ses réactions et les décisions que lui-même va prendre ensuite, surtout qu'il a un grand pouvoir. Donc, on va pas citer une phrase célèbre, mais presque. Autre thème qui est vraiment assez prégnant ici, c'est la précarité, parce que on se retrouve avec deux frères qui travaillent pas, bien entendu, vu leur âge, et qui vont devoir trouver des moyens de se débrouiller. Donc, comment manger? Là, Sean, et celui qu'on incarne, on va avoir des choix à faire sur comment manger, comment s'habiller, où vivre et avec quoi sous la tête et tout. Et encore une fois, je le redis, mais ces choix vont surtout beaucoup influencer Daniel, le petit frère. Le vivre ensemble. Et il y a aussi un thème que j'ai trouvé super important et qu'on voit très très peu que ce soit, je sais pas, dans la pop culture, dans les jeux, dans les films, dans quoi que ce soit. C'est vraiment la pression que te met le monde sur ce que tu es censé être. Le monde a décidé que tu as un rôle et que ton rôle est censé être une certaine chose. Et si toi, t'as pas envie que ton rôle soit ça, tu te prends des regards, tu te prends des réflexions, tu te prends beaucoup de jugements de la part des gens. Et ça, c'est évoqué de manière super belle dans Life is Strange 2. Donc j'ai trouvé ça assez ouf. Et les deux derniers thèmes sur lesquels j'aimerais m'appesantir un petit peu, c'est la religion. Pour des raisons que je ne citerai pas pour pas spoiler, mais en effet, la religion a une grande partie prend une grande place dans au moins un des arcs, un des épisodes, et bien entendu le racisme, parce que ces deux frères sont métis, au moins par leur père, et le racisme est en fait super prégnant dans Life is Strange 2. On le voit vraiment partout, et c'est assez fou, parce que en fait quand tu vois Enfin, oui, ces personnages sont bronzés, mais bon, on pourrait croire que ça pourrait, entre guillemets, passer. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une fille noire en France. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué et beaucoup, beaucoup touchée à chaque fois qu'en fait, il leur arrivait des choses à ces petits gamins juste à cause de leur couleur de peau et les préjugés des gens et tout ce qui se prenait, et ils s'en prennent vraiment vraiment plein la gueule pendant 5 épisodes, peut-être même trop, ce qui a été dans ce que j'ai moins aimé dans ce titre, qui est que ce racisme appuyé leur fait vraiment... Enfin, je sais pas, j'aurais tendance à me dire que ça doit pas être aussi horrible aux États-Unis, mais je ne vis pas aux États-Unis, donc je ne sais pas, mais là, vraiment, ça en devient physique, c'est de la torture, parfois psychologique, etc. Sur des gosses, moi, ça m'a fait vraiment extrêmement mal à des moments, et j'ai vraiment dû arrêter la console à des moments, parce que il y a eu cet effet que j'appelle le syndrome les enfants Baudelaire. Je sais pas si vous connaissez ce livre, mais en gros, c'est un livre où dès le début, on vous dit, l'auteur vous dit carrément que si vous cherchez des happy endings et des enfants joyeux à qui il arrive des trucs cool, et vous êtes au mauvais endroit. Et donc, changez de livre et fermez ça tout de suite. Et parce que eux et ces enfants, ils connaîtront que la dèche tout le temps. Et même quand ça ira bien, vous inquiétez pas, à un autre moment, direct après, ça ira mal et il se passera de la merde pour eux. Et là, c'est exactement ça. Ça va de mal en pis. Dès que j'ai l'impression que ça s'arrange, bien sûr que non, ça s'arrange pas. Et je sais pas, vu que je pense que c'est vraiment l'aspect, c'est des gosses et leur arrive que des merdes. Et ça m'a fait vraiment, ça m'a touchée. Et autre chose qui m'a touchée dans un aspect négatif, c'est que des personnages dont on pourrait dire que c'est un petit peu des outcasts, des outsiders, enfin des gens qu'on montre pas forcément souvent, on montre pas forcément des choses très très positives sur ces personnes-là, et donc ça, j'ai trouvé ça un peu
un peu désolant pour ce genre de titre qui avait l'opportunité de faire quelque chose de cool avec ce type de personnage. C'est très très flou et je pense que seuls ceux qui ont joué comprendront de quoi je parle. Donc voilà, mais en tout cas, Life is Strange 2, c'est ouf parce que j'ai éteint ma console et ce jeu est resté avec moi franchement plus d'une semaine où j'ai eu besoin d'extérioriser le truc. Donc ça veut dire que j'en parlais, mais à des gens qui connaissent pas du tout le jeu, des gens qui ont pas joué, des gens qui jouent pas du tout. Et j'ai expliqué du début toute l'histoire, les choix que j'ai faits et la fin que j'ai eue et les fins possibles. Il y a 5 fins possibles et je sais pas, il y avait un peu un sentiment de j'espère encore une fois de pas spoiler, donc mais bon, j'avais un sentiment de fatalité, je sais pas, j'arrivais pas à accepter la fin que j'avais et j'ai dû faire une thérapie même sur Twitter et tout. Il y a plein de gens qui sont venus parler avec moi pour qu'on puisse un petit peu exorciser ça. Donc voilà, ça me tenait à cœur d'en parler dans cet épisode du Contrecast parce que c'est pas souvent et c'est pas tout le temps qu'on tombe sur des œuvres qui nous tiennent autant et qui nous prennent les tripes comme ça. Donc voilà, Life is Strange 2. C'est très chouette de t'en entendre parler. Moi, j'avais vu ton tweet et j'avais eu peur en fait que ça te soit tombé un peu des mains, enfin que tu n'aies pas aimé. Mais du coup, en fait, je comprends que c'est pas exactement. Enfin, oui, t'as dû poser la manette, mais pas pour les raisons que je pensais en fait. Ouais, non, du tout. C'est pas parce que j'aimais plus le titre ou que ça donnait plan-plan ou que c'était chiant. Au contraire, même, franchement, quand il en arrive des trucs un peu plan-plan, entre guillemets, t'es plutôt content. Et tu te dis, ok, c'est une bulle c'est une grosse parenthèse avant qu'on réattaque un truc assez hardcore. Donc non, c'est vraiment que je sais pas, moi, il y a des trucs que je trouvais traumatisants et je le vivais avec eux, avec les personnages. Donc je pense que j'ai été vraiment... Je sais pas, j'ai tout ressenti et j'étais vraiment dans l'empathie par rapport à ce jeu. Ce qui est plutôt a priori bon signe si on arrive à s'attacher à des personnes qui potentiellement n'ont pas exactement la même vie que nous. Alors c'est intéressant, j'imagine, quand ça résonne particulièrement des sujets que toi tu connais et des problèmes que tu expérimentes. Mais c'est chouette aussi quand un titre comme ça il te bouscule et qui te fait voir le prisme de quelqu'un d'autre, j'imagine, ailleurs sur Terre. Et on parlait de ce jeu comme potentiellement un symbole de l'Amérique sous Trump aussi. C'est sorti en 2018, c'est un peu jeune. Et tu dis effectivement que par moments ça paraît presque caricatural. Mais je crois que l'intention des auteurs, elle était de aussi un peu forcer le trait pour montrer cette Amérique complètement folle qui était en train de naître. Oui, très certainement. Hein. Est-ce que du coup, tu t'es renseigné sur les fins alternatives ? Enfin, en tout cas, les fins que tu n'as pas eues. Complètement, et comment les avoir, etc. Non, mais j'ai passé des heures dessus. Hein. Je pense que vous n'imaginez même pas comment j'ai une obsession pour ce jeu pendant les jours qui ont suivi. C'était dingue et j'en rêvais et tout. Non, mais vraiment, c'est parti loin pour moi. C'est parti très loin. Donc, ouais. Et donc, oui, je me suis forcément renseignée. Et puis, autour de moi, les gens qui avaient joué, je leur ai demandé, bien entendu, quelle fin ils avaient, et ce qu'ils en pensaient, et qu'est-ce qu'ils auraient changé, et comment ils ont joué. Enfin, ouais, je pense qu'il y a vraiment un truc qui peut... Et du coup, tu crois que les autres fins t'auraient paru moins... plus compatible avec ton expérience de jeu, ou est-ce qu'au final la fin que tu as eue était celle que tu méritais, entre guillemets? Alors je vais dire un truc, mais je sais pas si on va le garder du coup, parce que je trouve que c'est un peu spoiler, mais il y a aucune fin qui va. Et c'est ça en fait, la fatalité du truc, c'est tu te dis et en fait justement les discussions que j'avais avec les gens, c'était quelle fin était la plus acceptable. Et là en fait je fais des gestes que vous voyez pas, mais je mets des gros guillemets parce que il y a rien qui est acceptable. Enfin moi de mon point de vue là, c'est en mode t'as pris des gosses qui ont rien demandé à personne, quelqu'un qui a fait... Moi j'ai essayé... Enfin, je veux vraiment pas spoiler, donc je veux pas te donner la... Non, mais je suis pas sûr qu'il faille couper ça, parce que la discussion, à mon avis, elle est super intéressante. Il y a quand même vraiment quelque chose de l'ordre de la vraie vie dans ce jeu, qui du coup sous-entend une forme de fatalisme ou d'imprévisible, ou que dans la vie il n'y a pas toujours des happy end, quoi. Et même si on te vend une happy end, c'est peut-être pas la happy end pour tout le monde, quoi. Il y avait déjà un petit peu ça quand même dans le premier, Life is Strange 1, qui avait effectivement au moins 2 fins
très différentes, mais qui, à mon sens, étaient quand même les deux en demi-teinte, quoi. Les deux étaient carrément en demi-teinte dans le 1, mais en fait, par rapport au 1, vraiment, il y avait des choix qui étaient faits, mais alors vraiment, j'avais l'impression que dans tous les cas, tu étais amené à une ou l'autre des fins. Quels que soient les choix que tu faisais, il n'y avait pas moyen de pas arriver à cet instant final où le personnage principal doit prendre une décision et c'est droite ou gauche, quoi. C'est pilule bleue ou pilule rouge, quoi. Alors que là, il y a tellement de teintes, t'as un arc-en-ciel et t'as 10 millions de teintes. Sauf que les teintes, elles sont toutes un peu palichonnes, quoi. Je crois que Je sais pas si... Non, mais c'est très clair. Je crois que l'arbre des décisions et la possibilité pour les développeurs de mettre vraiment le destin des personnages entre les mains des joueurs, il est très proportionnel au budget que tu as. Parce qu'en fait, il y a un côté fractal, tu vois, qui fait que dès que tu commences à réfléchir à des narrations à embranchement, tu démultiplies tes coûts de production, d'autant plus pour un titre narratif animé en 3D avec du voice acting. Voice acting au passage qui a gagné un BAFTA Award. Il y a une vraie qualité de production dans le jeu des acteurs. Et je pense que c'est effectivement la grosse différence avec le 1 où la fin est peut-être un peu plus binaire. Mais donc tu as eu la sensation d'avoir le destin des personnages entre les mains, d'après ce que je comprends. Et de pas en avoir fait un truc cool. Ou de pas être allé assez loin avec eux. En fait, tu vois, t'as même limite l'impression de les laisser tomber, quoi. Enfin, je sais pas. Ah oui. C'est... Et est-ce que t'as joué à... comment il s'appelle déjà? The Awesome Adventure of Captain Spirit? Non. C'était proposé gratuitement, je crois d'ailleurs. Ouais, c'est une démo qui est sortie, en fait, une sorte de démo qui est un spin-off en fait du 2, mais qui est sorti en préquel, c'est un spin-off. à peu près, qui prend un des personnages, mais qui fonctionne qu'on rencontre en unitaire. effet dans un épisode. Exact. Et non, parce que tout simplement, en fait, l'histoire elle me plaisait pas plus que ça. Mais après avoir joué à Life is Strange 2, bien entendu que j'avais l'intention d'y retourner, mais je crois que la fin, franchement, je pense que la fin m'a trop mis à terre pour que j'y retourne tout de suite dans l'univers. Donc, je vais laisser un petit peu le truc. Je t'encourage vivement à l'essayer. Ah d'accord, ok. Les autres, est-ce que vous connaissiez Life is Strange ou sinon est-ce que ça vous a donné envie? Les autres, déjà on a des prénoms premièrement. Moi j'en ai toujours entendu parler. C'est pas forcément le genre de jeu sur lequel je vais me vautrer. D'ailleurs j'avais une question par rapport à ça pour Alex. C'est quoi la part d'action la part pour le joueur d'acteur ou actrice et de spectateur-spectatrice? Est-ce qu'il y a des longues scènes de cinématique et ensuite tu fais un choix et ensuite il y a 5 minutes de cinématique, ou est-ce que c'est plutôt bien distribué? Alors je vais te donner un chiffre à la louche et qui veut rien dire du tout et qui n'engage que moi, mais je pense qu'on a bien un 40% de choix et 60% ça va. C'est cool. Okay. Non, c'est pas ça. En fait, moi, le seul truc auquel je pense de ce style-là, c'était Heavy Rain, donc ça commence à dater. Mais j'avais eu ce sentiment qu'il y avait quand même des fois de longs. Après, je l'avais pris un peu comme un film interactif, donc pas comme un jeu vidéo au sens biblique du terme. D'ailleurs, Adrien, il va hausser les épaules, mais je suis assez d'accord avec lui. Je vais vous défoncer. Qu'est-ce qu'un jeu vidéo, tu vois? Non, mais ce que je veux dire, c'est je me dis. Ça serait si c'est un jeu de choix, de décision, comme tu dis, et quand t'en parles ça me donne vraiment envie. Je me dis tu vois, quand tu dis il faut se débrouiller, on n'a pas de thunes, comment on fait et tout, je trouve ça méga intéressant. Mais du coup si de mon point de vue, de mes goûts, si c'est trop long des fois, si les cinématiques sont trop longues et que je peux pas avoir la main pendant trop longtemps, c'est un peu chiant, je trouve. Mais du coup 60-40 ça me paraît pas mal. Ouais, enfin tu compares à Life is Strange et je les mettrais dans le même panier, hein, très honnêtement. Après, je me rappelle pas en effet trop de Life is Strange dans les détails. Mais en effet, oui, excuse-moi, Heavy Rain. Mais oui, t'as des longues cinématiques et après t'atterris à un endroit et t'interagis avec l'endroit où t'es et les gens et voilà. Et après, bien entendu, l'aventure elle en est un peu ce que t'en fais. Hein. Donc si tu fouilles de fond en comble tout, ça dure plus longtemps.
Mais oui, franchement, je resterais bien sur mon 40-60, ouais. D'accord. Et juste, c'est quoi la durée du jeu si tu fais une partie normale une seule fois, enfin un seul run? Je pense que t'es bien dans les 20-25 heures. Ah ouais. Donc en fait, je sais pas. Non, mais attends, je te raconte de la merde. Attends. Je vais googler ça. Parce que du coup, ça veut dire que si tu veux faire toutes les fins, même si c'est 10 heures de jeu, ça fait beaucoup. Sauf si tu peux reprendre ta sauvegarde. C'est environ 14 heures. Non, pardon. D'accord, attendez. je raconte des bêtises. Je dois vite fait corriger. C'est 16 heures. Okay. 16 heures, mais découpé en 5 épisodes. Alors, le rythme de distribution a aidé. En fait, c'était en gros 3-4 heures par épisode. C'est cool, ça. Ce qui fait que du coup, quand l'épisode arrive, tu te fais une soirée. C'était très proche. En fait, c'est très proche, tant en modèle de distribution qu'en expérience de gameplay, je trouve, au jeu Telltales, si vous connaissez. Ouais. Et ouais, il y avait un truc qui... Alors, ça fonctionne en binge aussi, entre guillemets. Enfin, du coup, Alex, j'imagine que tu as fait des pauses de temps en temps. Je sais pas si c'était calqué sur les épisodes. Si tes pauses, elles étaient entre les épisodes. Ouais, un peu des deux, hein, vraiment. Enfin, comme je l'ai dit, si j'étais trop émotionnellement dans le truc, je me détachais. Et puis, c'était Noël, quand même. Donc, allez, l'esprit de Noël, il est où? Et donc, voilà, je faisais d'autres trucs et tout, voilà. Mais oui, c'est vrai que... Enfin, et puis même, des fois, j'ai enchaîné entre des épisodes parce que t'as envie de savoir. C'est super bien teasé, quand même. C'est quand même bien fait. T'es lâché sur des... Ah bah, c'est pas des manches, hein, Dontnod. Oui, rappelons que Dontnod est un studio français. C'est pour ça qu'ils étaient au Ping Award. Voilà, donc... Cocorico, quand même, parce que c'est un jeu qui fonctionne... très très bien à l'international, édité désormais par Square Enix. Lulu, toi, tu ne joues pas trop aux jeux vidéo, de ce que je sais? Non, pas du tout. Là, je me sens un petit peu comme un poisson sur un tire-fesse là dans votre discussion. Je ne me sens pas du tout. Oui. Alors déjà, voilà, déjà pas de pied, pas de fesses. Enfin, hors de l'eau, très compliqué. Pas de ski, rien. Donc non, mais je trouve ça très très intéressant ce qu'Alex en a dit. Et il y a une question qui m'est venue, c'est quand tu as parlé du fait que ça abordait des questions de racisme. Est-ce que c'est un thème qui est de plus en plus présent dans les jeux vidéo, comme peut-être ça peut être le cas dans les séries ou les films? Ou c'est un peu un ovni et il n'y en a pas trop d'autres. Bah, c'est des thèmes qui... Enfin, franchement, le racisme, là, je pense que ça fait quand même quelques années qu'on le voit vraiment partout. Hein. Ouais. Enfin, partout. Il est abordé plutôt bien et dans pas mal de choses. Après, ça va être des trucs différents, tu vois. Dans GTA, ça va être traité clairement différemment qu'ailleurs. Enfin, là, j'ai pas forcément d'autres exemples en tête, mais ça m'a pas l'air d'être un ovni pour ce thème-là. Après, sur des gosses en entier frontal, ouais, je pense que c'est la première fois que ça me marque autant. Ça c'est clair. Après, non, je pense quand même que c'est un thème qui est pas nouveau. Et genre, c'est pas l'industrie du jeu qui découvre d'un seul coup cette thématique. D'accord. Je pense pas, clairement. C'est pas trop le cas, mais par contre, il y a une finesse d'analyse, je pense, qui est possible désormais par l'existence même de ces jeux narratifs qui trouvent peu à peu ou qui retrouvent plutôt son public, alors qu'il a été délaissé pour des jeux au sacro-saint gameplay avant tout, quoi. Alors que ici, finalement, tu vois, on pourrait dire que oui, le gameplay il est un petit peu en recul, mais derrière t'as un vrai effort de réalisation. D'ailleurs, on dit que ce jeu est réalisé par Raoul Barbé. Enfin, tu vois, on parle d'une démarche quasi cinématographique et dans l'écriture des personnages. Donc, quand tu veux faire passer tes personnages et ton scénario avant toute chose, oui, forcément, ça veut dire que c'est ton gameplay qui soutient ta narration et pas l'inverse. Mais après, Dontnod, du coup, s'en fait presque une spécialité, puisque avec ses précédents jeux, ce jeu-là, ces jeux suivants, ils se sont effectivement amusés à venir attaquer la vraie vie, teinter un peu de magie, de pouvoir et trucs comme ça, mais ça parle du racisme, ça parle de la transidentité, ça parle de sexualité, ça parle des problèmes de racisme aux États-Unis, ça parle de dépression, du suicide infantile. Enfin, ça peut aller attaquer des trucs super durs
mais comme voilà. Du coup, c'est très adulte, comme, enfin, je veux dire la cible, parce que tu peux pas faire jouer. D'ailleurs, c'est jeune adulte. Ouais, je non, pense, vas-y. Ouais. Ouais, jeune adulte, et c'est marrant parce qu'en fait, dans tous les jeux Life is Strange actuellement, et même le 3 qui a été annoncé récemment, là, ils te prennent le prisme d'enfant pour te parler de sujets, en effet, plutôt pour jeune adulte, quoi. Ouais, mais tu vois, je me dis, toi, t'es une adulte et chacun sa sensibilité, mais je me dis, ça t'a chamboulé, donc je me dis, quelqu'un qui a 15-16 ans, ça peut être un peu vénère quand même. Même si c'est un bon sujet, tu vois, mais je me dis, ça va, vu comment t'en parles, en tout cas, ça a l'air assez tendu de temps en temps, tu vois, s'il faut faire des pauses et tout, psychologiquement ou émotionnellement. Non, mais ouais, je pense que j'ai été... alors déjà, je suis quelqu'un de relativement sensible, on va dire ça comme ça. Et ensuite, je pense que enfin, tu vois, ça me touchait particulièrement. Je pense que tout le monde n'a pas forcément eu besoin d'éteindre la console à un moment pour faire une pause. Après, là, je viens de remarquer, de chercher rapidement, et c'est quand même interdit au moins de 18. Enfin, c'est un PEGI 18, quoi. Donc... oui, un bon petit PEGI 18 quand même, je m'y attendais pas, tu vois. J'avais une dernière question, moi, pour Alex. J'ai vu qu'il y avait j'ai vu ça en baladant dans mon comic shop, j'ai vu qu'il y avait des comics Life is Strange. Est-ce que t'as testé, ou est-ce que je sais même pas si c'est un truc à part ou si ça raconte par extension? Alors, tu vois, tu m'apprends un truc, et je pense qu'on pourrait demander au podcast du label Comics Outcast. Ce serait bien, je les connais pas, mais ils ont l'air sympas. Ouais. Je crois que Nivray a commencé à lire. Ah, d'accord. Voilà. Moi, les trucs, alors c'est peut-être un préjugé dégueulasse, mais c'est vrai que les comics tirés de jeux vidéo, souvent j'ai l'impression que soit c'est un bon truc et c'est genre cross-média, genre ça raconte quelque chose, des détails en plus sur le jeu ou quoi, soit c'est un truc complètement différent qui du coup n'a pas forcément la qualité du jeu. Là, tu vois, si tu me dis que le jeu, le scénario, les dialogues, l'acting et tout, c'est top, je me dis, j'espère que le comics il est à la hauteur, quoi, parce que sinon ça serait un peu décevant. C'est chez Urban quand même. Je vois des étoiles assez cool. Après, je vois que c'est sur le premier, tu vois. Donc direct, moi j'irai pas perso, mais ça a l'air plutôt bien noté quand même. La couve du tome 2, elle est plutôt chouette. Mais grave, ça a l'air super beau. La révélation. Écoute, on passera un petit mot du coup à notre podcast voisin Comics Outcast, leur demander si ça les branche d'en parler. Si ça les hype. Grave. Merci beaucoup Alex, merci à vous autres pour les questions et réactions. Je récapitule, Life is Strange 2, c'est donc sorti fin 2018, c'est développé par Dontnod et Feral Interactive, édité par Square Enix. C'est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac sur Steam par exemple. Ça coûte en temps normal 32€. En ce moment, il est à moins 60%, soit 12,76€ sur Steam. Je pense à titre personnel que ça vaut largement ces 12€. Je vous invite également à tester éventuellement le premier épisode qui est gratuit, et The Awesome Adventure of Captain Spirit qui est également gratuit. Si jamais vous voulez vous faire la main un petit peu sur un Dontnod et savoir à quoi ça ressemble. On va rester dans la grosse déconne avec Ben. Alors, deuxième sujet pour ce soir. Ben, tu vois, tu viens de regarder une petite série télé dont personne ne parle, qui est coproduite et diffusée par une chaîne que je déteste. On les hait totalement. En thérapie, effectivement, tout le monde en parle. Enfin, en tout cas, c'est difficile de l'esquiver, mais bon, c'est plutôt positif. C'est comme tu l'as pas dit, enfin, pas vraiment, c'est diffusé. Du coup, j'imagine que c'est même produit, et je sais pas, ça c'est toi qui connais Adrien par Arte. Coproduit par Arte. Diffusé, c'est depuis février, et je viens de voir à l'instant que le dernier épisode, donc attention, le 35e épisode, car il y a 35 épisodes, est diffusé cette semaine là. Alors on enregistre, est diffusé là, donc ça sera là. Mais je crois que ça sera toujours disponible sur arte.fr, et c'est gratuit. Arte.tv. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Pardon.tv. Jusqu'au 27 juillet. Grouillez-vous. 27 juillet. Ah bah. Cet homme est un télépoche. Donc ça s'appelle En Thérapie, c'est une série française. C'est créé / adapté par Eric Toledano et Olivier Nakache, qu'on connaît bien pour le film Intouchable. Oui, ou Le Sens de la Fête avec feu Jean-Pierre Bacry.
qui est, donc je dis adapté car c'est adapté d'une série israélienne qui s'appelle, désolé si je le prononce mal, Betty Pool, je ne parle pas hébreu. Ça se dit comme ça. Qui donc, ok, très bien. Qui donc date de 2005, elle a été diffusée entre 2005 et 2008, qui a été créée par un gars qui s'appelle Haggai Levy, que je ne connais pas, je n'ai pas vu cette série, mais je suis assez curieux de la voir, la série originale, et moult adaptations dans une quinzaine de pays, dont les États-Unis, et possiblement les gens avant en thérapie connaissaient la version US qui s'appelle In Treatment avec Gabriel Byrne notamment, qui joue le psychiatre, donc le personnage principal. C'est, dis-moi si je dis pas de bêtises Adrien, la série la plus visionnée de toute l'histoire d'Arte.tv apparemment. C'est vrai. 36 millions de vues. 40 millions au dernier compte, écoutez, mais voilà. je pense que je ne suis même pas à jour. On dirait que tu fais le Téléthon ou que t'es Olivier Chiabodo dans... Exactement, on en est à Écoutez, 40 on me dit millions, dans les l'oreillette. Français peuvent continuer à streamer. Alors, je me rends pas compte, mais c'est quand même énorme pour un truc de streaming. Eh ben, si tu veux une comparaison, tiens, une comparaison intéressante. Donc 40 millions là pour En Thérapie en France. 65 millions de vues sur Lupin, produit par Netflix, vue monde. Ah ouais. Ah oui. Voilà. Ok. Ça fait plus d'1 million en moyenne par épisode, puisqu'il y a 35 épisodes. Enfin, je sais pas si on peut calculer ça comme ça, mais... donc 35 épisodes de entre 20 et 30 minutes chacun. Au début, j'ai été à la fois surpris et plutôt content de me dire il y a tous ces épisodes là, parce qu'une fois que j'ai vu le premier épisode, j'avais envie d'enchaîner. Qu'est-ce que ça raconte? Alors la série originale, donc Betty Pool, c'est un psychiatre qui reçoit des patients dans son cabinet. Je crois que c'est même chez lui, ou alors c'est peut-être dans la version US que c'est chez lui. Bon bref, dans son cabinet. Et ce sont des gens qui ont tout type de problèmes, mais qui ont un espèce de lien entre eux, plus ou moins prononcé chez les uns et chez les autres, qui est donc dans cette version israélienne la guerre tout simplement, parce que c'est quand même une énorme partie de l'histoire de ce pays. Et dans la version française, Toledano et Nakache ont pris comme base, en tout cas traumatique, qui lie ces patients, les attentats du 13 novembre 2015, du Bataclan et autres endroits. Le personnage principal, c'est le docteur Philippe Dayan. Alors je sais jamais, psychologue, psychiatre, psychothérapeute, donc je vais dire psy parce que j'ai pas envie de me tromper. Qui donc voilà va recevoir à raison d'un par jour, je vais vous parler un petit peu de la construction de la diffusion de la série. Il va recevoir un patient par jour pendant la semaine. Donc le lundi, il va recevoir Ariane, qui est une chirurgienne qui donc elle qui est jouée par Mélanie Thierry, qui elle prend les conséquences des attentats de plein fouet, parce qu'elle est chirurgienne, donc en fait elle reçoit des dizaines et des dizaines de gens à réparer. Le mardi, c'est Reda Kateb qui joue Adèle, qui est un policier de la BRI, qui lui est carrément fait partie de l'équipe qui est rentrée dans le Bataclan. Tout ça est fictionnel évidemment. Le mercredi, Camille, qui est une jeune femme, une adolescente, qui est magnifiquement jouée par Céleste Brunkel, que je connaissais pas, mais qui est la révélation de cette série et la révélation du cinéma / série française actuellement, qui elle a eu un accident, on sait pas trop pourquoi. Elle est pas spécialement liée aux attentats directement, en tout cas pas au début. Le jeudi, il reçoit un couple joué par Clémence Poésy et Pio Marmaille, donc c'est Léonora et Damien, qui ont déjà un enfant, qui essayent ou pas d'en avoir un deuxième, mais qui se déchirent et qui sont au bord du divorce et qui n'arrêtent pas de s'embrouiller. Et j'y reviendrai un peu plus tard, mais je le dis quand même parce qu'il reste le vendredi, qui pour moi est un très bon jour déjà le vendredi, mais surtout ce qui se passe le vendredi dans sa semaine à ce psy, c'est un coup de génie pour moi, donc qui existe aussi dans la version originale, c'est que lui le vendredi va aller voir, ne va pas recevoir un patient, mais va devenir le patient d'une personne qui c'est une amie à lui qui s'appelle une contrôleuse ou un contrôleur. Donc chaque psy a un contrôleur ou une contrôleuse qui lui permet un peu de rester à flot, de savoir si ça va bien, parce que si on doit soigner des gens, il faut qu'on soit plutôt droit dans ses baskets soi-même. Et c'est génial parce qu'on va se rendre compte qu'il est pas si parfait que ça, ce psy. Il est pas si gentil, il est pas si aimable, il est pas si empathique, etc. Un peu aussi quand même, mais bon, il a des problèmes comme tout le monde et c'est un humain. Je reviens un petit peu sur les patients avant de descendre ça. Tout le monde, absolument tout le monde joue merveilleusement. Tous les acteurs et l'actrice que j'ai cités jouent merveilleusement bien. Surtout la jeune Céleste Brunkel dont je parlais, qui pour son âge, je trouve, c'est hallucinant. Ce qu'il y a de particulier aussi dans la construction, donc là je vous disais, c'est chaque jour de la semaine il reçoit un patient, puis le vendredi il fait sa propre thérapie.
la semaine d'après, ça recommence, et c'est ça qui est intelligent, c'est que du coup, on a un épisode avec Ariane, ensuite avec Adèle, ensuite avec Camille, ensuite avec le couple. Ensuite, il va voir sa contrôleuse, je l'ai pas dit, c'est Carole Bouquet, qui s'appelle Esther. Et bah du coup après ça recommence, ce qui veut dire que la structure de cette série, donc de 35 épisodes pour cette saison 1, c'est par grappe de 5 à chaque fois, et puis ça tourne comme ça, c'est une boucle qui recommence. Et ce qui est génial, c'est que du coup tu t'attaches ou pas à certains patients, plus ou moins. Et du coup moi par exemple j'ai le personnage de Reda Kateb, enfin Adèle de Reda Kateb, que j'ai trouvé très touchant, et j'avais vraiment envie de savoir ce qui lui arrivait, parce qu'il est très bourrin, il en a gros sur la patate, c'est un flic, c'est un peu le cliché du flic un peu bourrin, genre il y a que la mission qui compte, etc. Et bah lui, j'avais envie de savoir déjà pourquoi il était dans ce cabinet à contre-cœur, pourquoi il avait l'air stressé, il y avait une gestuelle particulière et tout, et donc du coup quand ensuite j'ai vu les épisodes avec Camille, avec le couple et Carole Bouquet, je me suis dit ok, maintenant il y a un épisode avec Ariane, et après c'est relui, c'est cool. Ça veut pas dire que j'ai bâclé les autres épisodes, mais en tout cas j'ai mes petits chouchous, et cette espèce de recommencement il est assez jouissif, parce que tu te dis ah ouais cool, le prochain épisode c'est lui, ou le prochain épisode c'est elle et tout, donc ça c'est plutôt très très cool. Et je l'ai dit tout à l'heure, chacun a ses problèmes, chacun vient pour une raison différente. Ariane, c'est parce que voilà, dans sa vie, donc je le rappelle, elle est chirurgienne, dans sa vie de couple ça va pas du tout, elle veut quitter son gars. Spoiler un petit peu, au bout d'un moment on va se rendre compte qu'elle est très amoureuse de quelqu'un. Adèle, donc le flic, lui il est complètement traumatisé, il a eu une espèce de crise de panique, et il sait pas pourquoi, parce qu'il doit être infaillible puisque c'est un flic, et s'il veut remplir sa mission il peut pas se permettre de flancher, donc en fait il est là à contre-cœur, mais en fait il veut être réparé tout de suite, il veut que le médecin lui dise ce qu'il faut faire, ce qu'il faut bouffer comme médicament, mais il faut qu'il soit sur pied tout de suite. Ça, c'est très intéressant. Camille Berthier, donc la jeune nageuse, elle a eu un accident, mais est-ce que c'est vraiment un accident, est-ce que c'est pas plutôt une tentative de quelque chose? Elle a l'air très rigide, ses parents veulent qu'elle soit nageuse aux Jeux Olympiques, enfin voilà, elle a elle en a gros sur la patate. Le couple, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont en train de s'entre-déchirer parce que ils se parlent pas, parce qu'il y a des tromperies, parce que est-ce qu'ils veulent cet enfant ou pas, voilà, c'est cool parce que ça fait des profils vraiment différents. Et le vendredi, voilà, c'est lui qui se rend compte que ça va pas trop, il a du mal à conseiller certains patient, avec sa femme ça va pas du tout, son fils l'ignore un petit peu, il dort dans son cabinet plutôt que de dormir dans le lit conjugal, et donc au bout d'un moment il va aller toquer chez Carole Bouquet, qu'il a pas vu depuis très très longtemps, qui est la femme de son mentor à lui, qui est décédé. Donc leur relation elle est un peu compliquée, on sait qu'ils se sont séparés en mauvais termes, mais en même temps il toque chez elle, donc elle le reçoit parce que conscience professionnelle, et puis elle peut pas le laisser trop dans la merde, mais en même temps il s'engueule. Lui il est très désagréable parce qu'il aime pas être fragile. Et enfin moi c'est un des trucs que j'ai vraiment préféré dans cette série, c'est ce psy qui est joué par j'ai noté son nom, excusez-moi, qui est joué par Frédéric Pierrot, que je ne connaissais pas, mais qui a une voix de dingue et qui a une tête très gentille, mais en fait au fil des épisodes tu te dis mais en fait au début je le voyais comme un psy un peu neutre, un peu c'est l'oreille qui écoute, il va donner la réponse parfaite, il prend pas parti, il est empathique, voilà, il va soigner les gens, et en fait tu te rends compte que c'est un humain comme tout le monde, qu'il a des problèmes, que des fois les patients le font chier, qu'il écoute à moitié, et que c'est humain. Mais bon, il se sent pas bien. Je vais essayer de pas dire trop de trucs pour pas trop spoiler. Donc voilà, on a toute cette joyeuse bande entre guillemets qui se parle et qui s'engueule et qui interagissent ensemble. Et puis voilà, les dialogues sont vraiment super. J'ai trouvé ça génial. À chaque fois, ça m'est arrivé de remettre en arrière pour écouter certaines phrases, certaines intonations. Je l'ai dit, tous les acteurs et les actrices, tout le monde joue super bien. Il y a une gestuelle, il y a des petits détails, genre voilà, Reda Kateb, il regarde tout le temps son téléphone, ça paraît anodin, mais tu dis mais qu'est-ce qui se passe, machin, il y aura une réponse. La jeune nageuse, elle a un plâtre, un coup il est signé, un coup il est pas signé. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui permettent de se faire un peu un portrait robot des personnages, alors qu'on n'a pas du tout tous les éléments. Surtout que je le rappelle, c'est tous les 5, enfin ça saute à chaque fois de 5 en 5, donc faut attendre. Donc voilà, on a des petits éléments, des fois ça s'entrecroise, donc via le psy qui en fait est le fil rouge de tous ces patients, on peut avoir des infos sur les uns et sur les autres, donc c'est très très cool. Et puis voilà, on suit les intrigues de chacun des personnages, et puis ça avance, et puis des fois on a envie d'être avec eux, des fois on les déteste, etc. Et voilà, c'est un peu ces relations un peu croisées qui vont faire le sel de ce truc-là. Ce qui, moi, m'a surpris, c'est pas forcément négatif, mais c'est vrai que je me suis dit, ok, c'est au final les attentats du 13 novembre
pour le flic et pour la chirurgienne, c'est plutôt très présent parce que surtout le flic parce que voilà, il était dans le Bataclan, il a vraiment un genre de PTSD. Et la chirurgienne, une partie de sa problématique, c'est son métier. À part ces deux persos, c'est vrai que les attentats sont pas extrêmement présents dans le discours, mais tu vois que tout le monde est méga sous tension. Que c'est une époque de merde, qu'on peut pas vraiment sortir, que voilà, que c'est... Enfin, ça dépend des personnages, mais en tout cas, c'est moins présent que ce que j'aurais cru, et au final, ça me plaît pas mal, mais des fois, je me dis, bah alors, du coup... en fait, c'est des séances de psy normales, ou... Enfin, c'est pas forcément décevant, mais des fois, je me dis, bah tiens, c'est marrant, c'est plus ou moins dosé. Donc, je sais pas trop quel est le... J'ai pas tout vu. J'en suis à 20 et quelques sur 35. Il a pas tout vu. Non, je les savoure. Je les savoure. Et en plus, apparemment, il y a une saison 2. Ils auraient dit qu'il était possible que ça parle du Covid, donc ce qui serait plutôt très, très intelligent et très logique. Donc voilà, c'est un énorme coup de cœur. J'ai essayé de pas trop enchaîner les épisodes parce que même quand il est 1h du matin et que tu dis, bah allez, c'est 20 minutes, et bah du coup, après, tu t'as les yeux collés le lendemain matin, mais t'es content. Donc voilà, c'est un immense coup de cœur. Je suis très content de cette série et j'ai hâte de continuer de boucler la saison. Voilà. Est-ce que trop bien, ça fait plaisir d'entendre ton enthousiasme. Lulu, toi, tu as regardé ou pas encore en thérapie? Non, pas encore. Il est dans ma pile à voir, à regarder. Ça existe, oui. C'est oui, ma pave ou ma part, je ne sais pas. Et Ben a ravivé mon envie de voir cette série. En plus, je viens de me désabonner à OCS et à Prime parce que voilà, trop de streaming tue le streaming. Et donc, je vais effectivement me rabattre un petit peu sur les programmes Arte. Gratuit. Gratos, absolument, bah oui. Et oui, super et cool. même Sans inscription même d'ailleurs. Ouais. Exactement. Et toi, Alex, c'est dans ta pile à regarder ou ta pave? C'est dedans depuis à peu près 10 minutes. Parce très bien. Excusez-moi, j'en avais pas du tout entendu parler et je sais pas, je suis passée à côté du truc. J'étais dans une grotte ou je ne sais trop. Ça arrive. Mais en tout cas, à Life is Strange. Ouais, mais je suis étonnée du coup, 40 millions de vues. Voilà, je sais pas comment j'ai pu passer à côté de ça. Après Arte, moi j'adore enfin, je suis plutôt documentaire normalement chez Arte, mais écoutez, ça va être ma première série Arte. Ah. Et ouais, non, moi surtout ce que je me demande, c'est est-ce que c'est des huis clos en fait du coup à chaque fois, genre ils sortent jamais du. Enfin bon, du coup on peut. Ouais, non, c'est assez rare qu'ils sortent, en fait. Ça se passe essentiellement dans son cabinet, même le reste de l'appart, on le voit vraiment succinctement. Surtout que, comme je l'ai dit tout à l'heure, au bout d'un moment, il dort dedans, donc c'est vraiment, en fait, c'est plus ou moins de son point de vue. D'ailleurs, des fois, il y a des passages qui pourraient paraître inutiles, genre il attend un ou une patiente et regarde, il regarde son téléphone. Tu dis bah ils auraient pu cutter et faire directement la séance, mais en fait tu vois qu'il utilise mal son téléphone, donc ça te donne des infos sur le fait qu'il est un peu pas technophobe, mais tu vois qu'il est pas très à l'aise avec la technologie. Du coup il est un peu vieillot, il a beaucoup de bouquins. Enfin il y a plein de petits trucs dans son cabinet même qui permettent de le cerner lui, et aussi l'environnement, parce que c'est celui-là, a un impact sur les patients. Voilà, est-ce que tu te couches comme un peu dans le cliché du patient sur le canapé, ou est-ce que tu mets tes pieds dessus, est-ce que tu restes debout, enfin tu vois, ça donne vraiment un truc. Donc en fait le fait qu'il y ait qu'un seul endroit, vraiment un seul décor, je trouve que c'est assez cool. C'est pas spécialement anxiogène où tu te dis pas putain encore le cabinet. Au final, au bout d'un moment, c'est les persos qui sont les plus importants. Tu peux voir un tout petit peu les extérieurs de temps en temps, mais c'est effectivement essentiellement dans le cabinet, ouais. Je suis super intriguée, puis même de savoir de quoi il parle en fait, tout simplement. C'est trop bien. Parce que ça revient tout le temps sur les mêmes sujets ou pas. Donc ouais, non, super intriguée. Mais du coup, je me demandais, en parlant de ça, si la gratuité faisait les grosses vues ou pas. Tu vois, tu l'as comparé à Lupin, qui est donc du coup payant. Est-ce que le fait que ce soit accessible gratuit sans inscription, est-ce que ça a joué, ou est-ce que c'est juste que c'est un blockbuster Oui, c'est une question, je pense, qui anime beaucoup en interne à Arte, hein, le pourquoi du succès. Probablement. Parce qu'ils ne s'attendaient pas ? Non, c'est vraiment une surprise.
Même si on était très content à la base du projet. Je dis on comme si j'avais bossé dessus, c'est pas vrai. Hein. C'est vraiment le corporatisme qui parle. Non, mais en fait, je peux dire certaines choses parce que j'ai quand même pu discuter avec la responsable du projet. Donc, t'as des croustifacts. J'ai plein de croustifacts, dont certains que je pourrais peut-être dire ce soir, mais coupés au montage. Juste que ça reste entre nous. En bonus. Mais non, mais effectivement, la question du succès, elle est super intéressante. Il y a probablement quelque chose qui est très naturellement lié à la qualité du programme, quoi. Je veux dire, c'est une super adaptation. Betty Pool, ça, c'est déjà incroyable. Il y a 17 adaptations et ça a été un carton partout, donc c'est pas pour rien, quoi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand même, ça a été présenté à moult reprises. Depuis 2005, il y a des projets d'adaptation qui sont suggérés à Arte depuis super longtemps, mais Arte s'est toujours refusé à produire des adaptations. Donc du coup, ça le faisait pas, mais il y a eu cette idée, ce petit twist de l'angle Bataclan qui a été incorporé à l'adaptation et qui rendait l'ensemble du coup soudain beaucoup plus pertinent. Oui, puis beaucoup plus français aussi, parce que c'est. Alors, j'ai pas le détail, mais je sais qu'aux États-Unis, par exemple, il y a l'équivalent de Reda Kateb, donc flic de la BRI, c'est un mec, un soldat qui a combattu en Irak, tu vois. Donc du coup, c'est adapté au pays, quoi. Ouais, complètement. En fait, clairement, c'est le personnage qui bouge le plus d'un pays à l'autre, et dans notre version, c'est vraiment très très différent. Et alors c'est un petit spoiler, mais je vais quand même le dire. Il y a dans son arc à lui quelque chose qui est lié au colonialisme français. Et prendre ce sujet par les cornes, je pense que c'est un des tours de force de la série, parce que le pays a besoin de guérir lui-même de son passé et d'en parler. Donc je pense que c'est un peu la France qui fait sa thérapie et du Bataclan et du colonialisme sur le même canapé, quoi. Et je pense que grâce aux origines de Reda. Ouais, c'est ça. Oui, puis même à l'arc de son personnage, hein, surtout. Oui, c'est ça, il est algérien, je crois, si je dis pas de bêtises. Exactement, mais du coup, c'est quelque chose qui se développe et je veux pas trop spoiler, mais effectivement, il y a quelque chose d'intimement lié à l'histoire du pays à travers ce personnage-là. Donc, du coup, c'est intéressant que ça attaque franchement ce sujet-là. Et puis après, il y a le fait que on est confiné, peut-être qu'on a envie de parler, d'écouter, d'en savoir plus sur le fonctionnement du cerveau humain. Peut-être qu'il y a le fait que juste on a plus de temps disponible et pris l'habitude en un an de regarder beaucoup plus de contenu en ligne, donc ça a peut-être aidé. Après, il y a une super com autour. Enfin bon, bref, il y a un effet boule de neige qui fait que ça marche. Et c'est super pour nous. C'est cool. Et en plus, je pense que tu peux vraiment, même involontairement, t'identifier de près ou de loin à certains personnages en fonction des thèmes, pas forcément physiquement ou quoi. Mais tu vois, tu l'as dit, le personnage Adèle de Reda Kateb, c'est les PTSD, c'est le colonialisme. Le couple, ça va parler de PMA un petit peu. L'adolescente, ça va parler du rapport à la sexualité des adolescents par rapport aux adultes, ou à l'éducation un peu forcée des parents, ce genre de choses. Enfin, en gros, il y a des archétypes, les persos sont un peu archétypaux, mais en tout cas, ouais, moi ils m'ont surpris plus d'une fois. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, ça, je reprends toujours Reda Kateb parce que je crois que c'est vraiment le perso qui m'a le plus touché, mais ok, lui c'est le flic bourrin, il est vénère, il va apprendre à bien aimer le psy, après ils vont être un peu potes, voilà. C'est un peu ce qui se passe, mais en même temps, il m'a surpris à tous les épisodes. Je me suis dit, oh, ok, d'accord, enfin tu vois, j'étais vraiment pris à contre-pied tout le temps, tout en étant dans l'archétype. Je me suis dit, ok, en fait les persos ils sont assez riches et il y a énormément de couches à développer épisode par épisode, quoi. Donc c'est très très riche. Ouais, le perso de l'adolescente, moi, m'a pris à contre-pied beaucoup de fois parce que la première séance, en fait, tu te lances presque dans une sorte d'enquête. Tu l'écoutes parler et tu te dis peut-être qu'elle consulte pour ça, en fait. Et au fur et à mesure des épisodes, tu te rends compte que tu te trompes, et c'est le cas pour quasiment tous les personnages. Donc c'est super intéressant aussi la manière dont ça prend à contre-pied nos propres a priori sur la thérapie et sur ce qu'on devrait y développer, la manière dont ça se ferait. Alors pour info, des médecins ont été consultés, mais les chargés de programme ont tout de suite pris le parti fort de se dire on est là pour la dramaturgie, donc
l'avis des thérapeutes, on le mettra de côté quand il faudra, parce que tu peux pas passer des séances entières de silence où voilà ce qui se passe dans la vraie vie. En fait, c'est pas très cinématographique, mais là l'adaptation fonctionne quand même assez bien. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que tous les patients n'en sont pas au même moment de leur thérapie. Notamment, voilà, Reda Kateb, c'est au tout début, on le voit arriver, genre première séance, alors que Mélanie Thierry, ça fait déjà un petit moment. Tu comprends que ça fait très longtemps un petit moment qu'ils sont en thérapie, etc. Et ce qui est, enfin, vraiment, moi, le truc que j'ai vraiment préféré, et ça a vraiment été un choc à l'épisode 5, du coup, c'est, ok, il n'y a pas de patient, c'est lui le patient. Attention, spoil, hein. Non, mais tu sais, c'est ce que je te disais, le rythme qui est genre un patient par jour, et puis le vendredi, lui, il va voir sa contrôleuse, donc qui est Carole Bouquet, pour lui dire, en fait, c'est lui qui fait sa thérapie, et en fait, je m'y attendais vraiment pas. Bon, je dis idée de génie, peut-être que ça a été, peut-être que des gens ont fait les cordonniers, enfin tu vois, les cordonniers sont mal chaussés, tout ça là. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était intelligent parce que du coup, au-delà de l'originalité du truc, de dire ah bah cool, c'est lui qui est dans le canapé cette fois-ci. Je disais que ça permet de développer ce personnage qui en fait c'est le personnage qui est dans tous les épisodes et c'est lui qu'on veut le plus évoluer au final. Même quand il dit rien, même quand il fait la gueule, tu sais pourquoi il fait la gueule parce que l'épisode d'avant ou la scène d'avant, t'as vu ce qui s'est passé, etc. Donc c'est vraiment, l'acteur est également super, donc ça joue vachement. Il est ouf. J'observais la géographie de son visage. En plus, c'est un homme mûr, marqué, tu vois. En fait, à la base, cet acteur, c'est un comédien plutôt connu pour le théâtre. Il y a beaucoup de gens de la comédie française, donc ça crée, je trouve, quelques petites inégalités de jeu, parce qu'il y a des gens qui jouent très comédie française et des gens qui sont plus cinéma, un peu Molière. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est acceptable. Mais Frédéric Pierrot, l'analyste, sur son visage, il arrive à faire passer des milliards d'émissions d'informations. Juste, il écoute la personne en face de lui et tu vois tout ce qu'il pense et c'est incroyable. Enfin, c'est super fort. Je trouve ça phénoménal, quoi. Et alors, juste pour la petite anecdote, le rôle de Dayan, c'est 900 pages de texte à apprendre. Oh la vache. Donc c'est un peu vénère et c'est pour ça qu'il fallait quelqu'un, voilà, sachant que ça a été tourné en mode assez fast. C'est 1,5 jours de tournage par épisode, ce qui est incroyable parce que ça veut dire faire 26 minutes utiles en un jour et demi. C'est très très rare, quoi. Ça demandait à chacun bien sûr de connaître son texte sur le bout des lèvres, sur le bout des doigts plutôt, et donc il y avait un peu d'aide d'oreillette avec des, tu vois, les réals qui redonnent un petit peu le rôle du souffleur mais dans des oreillettes, quoi. Et un vrai travail de presque de contrôle fric sur les textes parce que comme tu l'as dit, les dialogues, c'est ciselé et en fait, la moindre virgule, le moindre mot va t'apprendre quelque chose, soit de l'émetteur du message, soit du récepteur. Et donc, en fait, tu peux rien changer en fait, au texte. Tu peux pas le bouger sous peine de niquer quelque chose qui doit être révélé 5 épisodes plus tard, quoi. Donc, Et tu sais s'ils ont tourné tous les épisodes de Mélanie Thierry, puis tous les épisodes de Reda Kateb, ou j'imagine qu'ils n'ont pas tourné dans l'ordre de diffusion? Je sais pas du tout, mais c'est une excellente question. Par bloc. C'est une excellente question. Je sais que ça a été écrit dans l'ordre et validé dans l'ordre. Ce qui est, je pense, très intéressant. Mais je sais pas pour le tournage comment ça s'est arrangé. Ce qu'il faut préciser, c'est que du coup, Nakache et Toledano, donc c'est on va dire les showrunners, en tout cas ceux qui ont créé l'adaptation, enfin qui ont adapté du coup. Mais c'est pas tout le temps eux qui réalisent. Il y a un petit pool de réalisateurs et de réalisatrices qui, voilà, le générique change tout le temps. Voilà. Les réalisateurs et les scénaristes se sont répartis les personnages, en fait. Scénaristes aussi. D'accord. Ah d'accord, très bien. Allez-y, regardez, c'est magnifique. Merci beaucoup Ben pour cette présentation. En thérapie d'Éric Toledano et Olivier Nakache. C'est sorti en février 2021. C'est disponible gratuitement sur arte.tv jusqu'à la fin juillet. Série originale de Betty Pool. Ça a été aussi adapté en In Treatment par HBO. C'est disponible d'ailleurs gratuitement sur Amazon Prime si vous voulez comparer les deux versions. Pas gratuitement du coup.
Non, enfin, si vous avez un abonnement Amazon Prime, la saison 1, on peut la streamer. Payer abonnement. Voilà. Mais non, mais parce que la saison 2 et 3, c'est vrai qu'en fait, on a l'impression que c'est gratuit. Pour le coup, elles sont hors du catalogue, les saisons 2 et 3. Donc, D'accord. Donc, voilà. Je vais regarder, moi, ça m'intéresse plutôt la version US. Ouais, fini quand même la version. Ah bah bien sûr, c'est ma priorité. Bien sûr. Oui, absolument. Nous conclurons avec Lulu, qui nous a contacté un face-à-face inédit de l'Hollywood de l'après-guerre, en opposant deux femmes iconiques. Lulu, c'est à toi, je t'écoute, je suis toute oui. Oui, donc je voulais, de façon un petit peu percutante, organiser un octogone entre Gilda et Eve. Et en fait, bon, j'ai un petit peu changé d'avis, mais donc je voulais avoir dans le coin droit Gilda, le personnage iconique, comme tu as dit, incarné par Rita Hayworth dans le film éponyme réalisé par Charles Vidor et sorti en 1946. Et dans le coin gauche, oui, vous vous en êtes rendu compte, je n'y connais rien en Ultimate Fighting, Eve, ou plutôt donc All About Eve, le film, et l'ensemble de son cast féminin, dont le personnage de la dite Eve, mais pas seulement. Et donc un film qui a été réalisé par Joseph Mankiewicz, réalisé et écrit par Joseph Mankiewicz, et qui est sorti en 1950. Mais finalement, au fur et à mesure de ma préparation de cette petite présentation, j'ai préféré me concentrer sur Gilda, même si je vais dire quelques mots pour quand même faire la comparaison entre les deux. Je dirais quelques mots aussi de All About Eve. Donc, Gilda, je vais commencer par un full disclosure. J'ai vu le film récemment et je me suis décidée à le regarder parce que j'utilise de façon récurrente sur les réseaux sociaux un gif animé tiré du film, celui où Rita Hayworth, dans toute sa splendeur bouclée, rentre dans le champ de la caméra en jetant ses cheveux en arrière et en disant « me ». Et voilà, donc si vous cherchez Who Me dans un moteur de recherche de GIF, c'est un des premiers qui sort. Et donc je me sens un peu moins imposteur maintenant que j'ai vu le film, et j'utilise ce GIF sans honte. Donc, je viens de scroller même pas 2 secondes pour trouver ça sur ta page. C'est ça. Rita Hayworth donc, joue le rôle de Gilda, une jeune femme qui n'apparaît pas immédiatement dans le film. Il y a d'ailleurs beaucoup d'attentes, d'expectatives créées autour du moment où elle va apparaître et qui reflètent d'ailleurs les conditions de production du film qui a été monté de toutes pièces pour offrir à Rita Hayworth un retour spectaculaire devant la caméra après 2 ans d'absence, et j'en reparlerai un petit peu plus tard. On pourrait penser, vu le titre, que Gilda est le personnage principal, et il semble que le film ait été construit pour placer Gilda au centre de l'attention. Mais je trouve en réalité que le personnage est secondaire, toujours perçu et observé, et jamais percevant, maîtresse de son regard, ni même correctement développé. Le film s'ouvre sur un personnage masculin qui assure également la voix off du film. J'ai oublié son nom, alors que c'est de son point de vue qu'est racontée l'intrigue, parce que c'est un personnage assez lambda, c'est pas du tout un héros. Il est donc à Buenos Aires et il sauve un homme d'une agression dans une ruelle sombre. Donc le film emprunte un petit peu au genre du film noir. Le hasard veut que cet homme, donc qu'il vient de sauver, soit propriétaire d'un casino et que notre protagoniste soit un joueur, donc un gambler, quoi, avec des skills, quoi. C'est un bon joueur. Et il a tellement de skills qu'il commence à travailler pour le propriétaire du casino et à gérer même l'établissement pour lui. Le patron part en voyage, revient quelques temps plus tard avec une épouse dans ses bagages. Et donc, vous l'aurez deviné, il s'agit de Gilda. Le hasard, encore une fois, veut que cette femme absolument splendide soit l'ex du joueur avec des skills.
il est chargé par son patron de veiller sur elle et chacun des deux garde le secret de leur ancienne relation. Gilda se sent bientôt prisonnière de son mariage et commence à laisser son désir de liberté s'exprimer de façon un petit peu erratique, un petit peu névrosée, disons. Donc je vous en dis pas plus sur le scénario. Le film a eu un succès phénoménal grâce à Rita Hayworth, à son immense beauté plastique, mais aussi à ses talents de danseuse, puisqu'elle vient de ce milieu-là. Elle a appris la danse enfant avec son père. Mais le film doit son succès aussi à la sensualité de ses images qui flirtent avec les limites imposées par le code Hays, donc qui était un code de censure qui était en vigueur aux États-Unis dans les années 40-50 et qui interdisait notamment la représentation, voire même l'évocation de la sexualité, et en particulier la sexualité des femmes. Mais donc dans le film, ça joue beaucoup avec ses limites, et il y a 2 numéros chantés et dansés dans lesquels Gilda se donne en spectacle, l'un en tant qu'artiste et l'autre parce qu'elle pète complètement un boulard. Donc il y a 2 chansons qui ont été écrites pour le film et qui sont devenues des classiques. Une chanson qui s'appelle Put the Blame on Mame. Donc l'air c'est Put the blame on Mame, boy. Put the blame on Mame. Et donc c'est pas Rita Hayworth qui chante dans le film, elle est doublée. Et il y a une deuxième chanson qui a aussi été écrite pour le film, et je l'ai découvert en faisant une petite recherche, qui est Amado Mio, qui a été reprise très 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 souvent. Donc c'est Amado Mio, love me forever. Voilà. Donc ça a été repris notamment par comment ça s'appelle ce groupe Pink Martini. Les Daft Punk. Ah non. Non, dans les années 90. C'est plus un groupe. Et donc, dans le numéro où elle chante Put the Blame on Mame, Rita Hayworth est vêtue d'une robe bustier noire qui est devenue iconique elle aussi. Une robe donc qui est très décolletée, en plus d'être bustier, et qui donne l'impression à tout moment qu'elle va laisser popper un sein. Et tandis qu'elle chante cette chanson qui parle d'une femme fatale qui est tenue pour responsable de tous les maux qui vont du grand incendie de Chicago en 1871 au tremblement de terre de San Francisco en 1906. Donc Rita Hayworth se déhanche sur scène, flirte avec les spectateurs dans la scène à l'intérieur du film et retire langoureusement ses longs gants noirs. Le code Hays donc ne permettait pas de dévoiler plus ou de parler directement de sexualité, mais les sous-entendus étaient bien sûr compris par les spectateurs de l'époque. Et donc ce qui est représenté en fait, c'est une femme qui se met à nu avant d'avoir des relations sexuelles. C'est ça la symbolique. Donc Rita Hayworth est absolument splendide dans ce film, dans cette scène en particulier. Je peux pas le dire assez, c'est vraiment incroyable. Même si les secrets, disons, de son apparence physique sont assez, tragiques. Les costumes sont incroyables, les numéros de danse, la chorégraphie, moi je la trouve pas ouf, mais c'est ok. Et pourtant, je trouve les 2 scènes, donc les 2 numéros chantés et dansés, assez mauvaises. Et j'irais même plus loin. Je trouve j'ai trouvé qu'elle me mettait mal à l'aise, non pas pour leur dimension pseudo-érotique, mais parce que c'est male gaze 3000 et c'est vraiment flagrant.
Et ce qui est intéressant, c'est que la scénariste principale du film est bien une scénariste et pas un homme. C'est pas un homme qui a écrit ces scènes-là. Et elle s'appelle Marion Parsonnet. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire d'Hollywood. Et c'est là d'ailleurs tout le tragique qui entoure Rita Hayworth, c'est que les films dans lesquels elle jouait étaient écrits pour elle. Pour qu'elle incarne les rôles, et l'ont longtemps cantonnée dans des rôles de femme fatale ou de séductrice. Donc Gilda, c'est un peu l'exemple parfait, mais il y a des autres films. Il y a un film où elle joue Carmen, qui est aussi un personnage de séductrice assez stéréotypique, je sais jamais. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a un documentaire d'Arte, c'est le thème de la soirée, sur Rita Hayworth qui s'appelle Gloire et blessures, qui retrace un petit peu toute la carrière de Rita Hayworth et ouais, tout ce qu'elle a dû subir, et elle en a bavé pendant sa carrière d'actrice, c'est assez terrible. Bref, donc Gilda a aussi été écrit sur mesure pour Rita Hayworth. Donc elle venait d'accoucher et donc elle avait été absente des écrans pendant quasiment 2 ans. Et donc le producteur qui était en charge de son contrat a lancé ce film sans scénario. Et le scénario a été écrit au fur et à mesure qu'il tournait les scènes, ce qui est assez fou. Mais aussi, en fait, ça se sent, parce que c'est pas très bien écrit. Or, donc, pour coller à la représentation courante des femmes à l'époque, il n'est pas possible, dans un film hollywoodien, donc de l'âge d'or d'Hollywood, qu'une femme soit maîtresse de sa sexualité, de son désir, et heureuse, ou même saine d'esprit. Et dans Gilda, c'est assez frappant. Et ce que le film dit, en fait, c'est que c'est parce qu'elle souffre de son mariage, de sa frustration de ne pas être avec l'homme qu'elle aime, qu'elle se donne un spectacle, qu'elle est sensuelle. Et donc, le film suggère qu'il y a de façon inhérente, intrinsèque, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui cloche chez une femme désirante et sensuelle. Donc, ça m'a un petit peu posé problème. Mais, et ce qui rajoute, disons, au sel et à l'amertume que laisse ce film en bouche, après, quand on l'a vu, c'est que donc il y a ces scènes de sensualité, mais sensualité un peu, comment dire, pas maladive, mais névrosée, enfin pas léger et joyeux. Et c'est ces scènes-là qui ont fait le succès du film, notamment chez les militaires américains. Rita Hayworth, c'était la pin-up par excellence, donc c'est-à-dire qu'il y avait des images d'elle qui étaient éditées, des posters pour que les gens puissent les accrocher, donc pin them up, c'est de là que vient le pin-up. Et son image était entièrement contrôlée et marketée par le producteur, donc qui était en charge de son contrat. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui est terrible, c'est que à la fin des années 40, donc après la sortie du film, c'était un moment où les États-Unis faisaient des essais nucléaires dans le Pacifique pour continuer, disons, à maîtriser la bombe A. Et il est raconté que lors d'un de ces essais nucléaires, les pilotes d'avion qui étaient en charge de larguer la bombe atomique ont renommé la bombe Rita, en hommage à Rita Hayworth, et ont collé une photo d'elle sur la bombe avant qu'elle n'explose donc, dans le Pacifique. Et Rita Hayworth était absolument indignée, outrée par cette action qui a été rapportée dans la presse à l'époque.
Voilà, donc pauvre Rita, pauvre Gilda. Et vous me direz, mais peut-être c'est une question d'époque, voilà, les années 40, bon, la représentation des femmes, c'était pas forcément très avancé, disons. Et je vous réponds, mais non. Et c'est ça qui est d'autant plus énervant, c'est que en fait, il y a des exemples de films à l'époque avec des personnages féminins qui sont extrêmement bien écrits. Qui paraissent très modernes donc All About Eve est un exemple. Donc je vais pas en dire beaucoup. C'est un film donc avec Betty Davis, qui est aussi une grande actrice de l'âge d'or d'Hollywood, mais qui était plus âgée. Elle a 40 ans donc quand le film sort en 1950. Et en fait, c'est un film qui met en scène plusieurs femmes, 3 personnages de femmes très différents, qui est aussi dans le milieu du cinéma, donc c'est pour ça aussi que la comparaison me semblait intéressante, mais qui est extrêmement bien écrit. Les dialogues, la psychologie des personnages est vraiment très réaliste, très touchante. Et il y a donc Betty Davis qui joue un des rôles principaux, qui a 40 ans et qui fait son âge. Et le thème donc du vieillissement des actrices en particulier est abordé dans le film, et c'est vraiment super bien écrit, et c'est très très rafraîchissant de voir un super film comme ça avec trois grands personnages féminins qui ne sont pas, je sais plus comment il s'appelle le test, vous savez, quand il y a des femmes Bechdel. à l'écran, voilà, le test qui passe le test de Bechdel haut la main. Donc je recommande plus de regarder All About Eve, qui est vraiment un très très grand film, et donc qui a été écrit, le scénariste c'est Joseph Mankiewicz, donc qui je pense s'identifie en tant qu'homme. Ah, c'est Mank, en fait. Donc c'est l'auteur de Citizen Kane en fait. oui, voilà, ouais, grand scénariste de l'âge d'or d'Hollywood, grand réalisateur aussi puisque c'est lui le réalisateur. Voilà, donc c'est d'autant plus énervant de regarder Gilda parce que voilà, ça a été écrit avec les pieds, et ça a fait émerger pas une idéologie, mais disons une représentation des femmes qui est assez nauséabonde. Ben, écoute, merci beaucoup Lulu. Si Gilda est écrit avec les pieds, ta chronique était écrite avec brio. Avec les mains. Et avec les mains déjà. Et je pense que tu passes haut la main le test de Bechdel pour ta part. Oh lolo. Ben, Alex, est-ce que vous connaissiez ces films de l'âge d'or d'Hollywood ? Aucun des deux pour moi. Je suis désolée. C'est un peu normal d'un autre côté. Ces films ont 80 ans. Donc, oui, ils sont pas... moi, je connaissais... Oh, pardon, excuse-moi, Lulu. Non, rien, vas-y. Je connaissais alors avant de connaître le GIF, car avant les GIFs, avant Internet, il y avait des trucs. Je connaissais ce même extrait dont Lulu a parlé, donc avec la cascade de cheveux, qui apparaît dans un de mes films préférés de la vie entière, qui est Les Évadés, ouais. Et c'est marrant parce que du coup, je connais pas le film, je connaissais juste cet extrait plutôt très sexy et très glamour, mais maintenant que tu le mets dans son contexte, ça a une autre lecture. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc je t'écoutais, j'étais très intéressé par ce que tu disais, et effectivement cette scène des évadés, donc ma seule référence, en fait, bon, alors c'est dans une prison, c'est dans les années 40, je crois. Donc évidemment là on est vraiment au point culminant de la misogynie et tout, mais effectivement c'est la scène où ils ont leur séance, je sais plus, peut-être hebdomadaire de cinéma, ou peut-être c'est exceptionnel, je sais plus, et la voix off, donc c'est Morgan Freeman qui dit voilà, quand on voit Rita, on oublie tout, etc. Ouais. Bon, moi j'ai toujours trouvé ça très touchant, parce que je me dis oui, c'est des hommes et tout, enfin même sans le sexualiser forcément, je me suis dit ok, ils voient du cinéma, c'est encore très nouveau, enfin dans une prison en tout cas c'est exceptionnel, etc.
Mais du coup, mis par ce prisme-là, bah oui, effectivement, c'est que des hommes et ils sifflent et ils gueulent et tout ça. Donc, quand tu le, alors peut-être que du coup, c'est un genre de clin d'œil de comment il s'appelle ce réalisateur? Franck Darabont. Ouais, je sais pas si c'est exprès qu'il a choisi ce truc-là ou si c'était déjà dans le bouquin de Stephen King, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, tu t'as remis quelque chose dans un contexte. J'ai à la fois envie de voir le film pour expériencer tout ce dont t'as parlé et à la fois j'ai pas du tout envie de le voir. Non, mais après c'est vraiment intéressant à regarder quoi. Et Rita Hayworth, elle est incroyable. Enfin, il y a. Ouais, bien sûr. C'est pas elle qui chante là dans les 2 numéros dansés, mais il y a une autre scène où elle chante Put the Blame on Mame. Enfin, voilà. Elle répète la chanson en jouant à la guitare elle-même aussi, et elle a une voix magnifique. Donc, mais c'est juste en fait tout ce qui entoure qui est un petit peu. Un peu justement, en t'écoutant, j'ai googlé pour voir un peu les images et tout machin, et il y a certaines affiches, donc en plus les affiches de cette époque-là, artistiquement et graphiquement parlant, elles sont toujours magnifiques, mais il y a quand même une version où, alors que c'est repris d'une scène du film où elle se prend une gifle. Ouais. Entre une scène du film et le mettre sur l'affiche, ouais. C'est un peu assumer le côté l'a bien mérité. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un truc comme ça, quoi. Ouais, complètement. Il y a tout un, enfin, ouais, c'est un peu, ouais, moche sur sur la façon dont elle est traitée. Et en fait, ce qui est fou, c'est parce que donc le film met 1000 ans à démarrer. Tout le début, c'est hyper chiant, c'est centré sur ces 2 personnages masculins qui sont franchement pas intéressants. Et à un moment, elle se barre, elle se casse, elle quitte Buenos Aires et elle va vivre sa vie à Montevideo, donc dans le Paraguay, je ne sais plus lequel c'est, Uruguay. Et ça c'est raconté en 5 minutes et t'as envie de dire mais putain, mais c'est ce film-là que je voulais voir en fait. Et du coup c'est hyper frustrant de voir les choix d'écriture qui ont été faits et de voir qu'en fait ça a beau être son nom qui est sur l'affiche et que ce soit le titre du film, c'est pas le personnage principal. Mais du coup tu vois, tu dis c'est quand même intéressant de le voir, donc je pense qu'effectivement culturellement et socialement c'est intéressant, mais je me dis c'est le genre de film qui peut être intéressant de montrer à des ados. Alors je sais pas si on fait encore le film dans la salle de classe, tu sais, avec le chariot avec la télé, ça c'était à l'époque, mais je me dis ça peut être aujourd'hui on regarde un film, ça peut être intéressant de le montrer à des ados ou des élèves pour dire bah voilà, regardez ce qu'on peut en tirer, même si effectivement comme dit Adrien, le film il a 80 ans quoi. Ouais, non, c'est intéressant. Du coup, j'ai une petite question, mais c'était pour partir un petit peu de Gilda pour arriver à All About Eve et savoir pourquoi du coup, ce soir, t'as préféré nous parler de Gilda quand il a fallu faire le choix. Pourquoi plus Gilda que... parce que c'est plus facile de parler de quelque chose qui t'énerve que de quelque chose qui t'aime. C'est une excellente raison. Mais là, je sais pas, je trouvais qu'il y avait des choses à dire. Et puis j'ai regardé aussi le documentaire d'Arte, il y a quelques jours, donc ça a nourri aussi. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Je trouvais qu'il y avait des choses à dire. Et parce que aussi c'est un film qui a plus de place, je pense, justement dans la pop culture, pas dans la pop culture, mais dans les connaissances générales, dans rien que par le GIF ou même et j'avais jamais vu de film avec Rita Hayworth et du coup ça me semblait intéressant de déconstruire un peu ce film. Ça t'a motivé à tous les voir? J'ai envie de voir un peu d'autres films pour voir justement ce que dit le documentaire d'Arte, c'est qu'en fait elle joue un peu toujours le même rôle et de voir comment, enfin si c'est vraiment le cas, si vraiment il n'y a pas de nuance, mais apparemment c'est le cas, donc c'est un peu triste. C'était donc l'analyse de Gilda avec Rita Hayworth, je le prononce pas aussi bien que toi, réalisée par, du coup je vais tout donner sur le réel, Charles Vidor, qui est sorti en 1946. Pas évident de le voir aujourd'hui. Il est en location. Enfin, comment tu l'as regardé toi, Lulu ? Sur Canal VOD. Voilà, donc il est effectivement Canal VOD à 3 balles. On le trouve à peu près au même prix sur YouTube, Google Play et Apple TV.
j'ai une mini question, pardon, en retard. Vas-y. Ah, désolé, non, j'aurais dû la poser avant. Ouais. Non, mais en fait, c'est pendant que tu dis ça, j'étais en train de penser. Tu sais, là, il y a une espèce de salve de censure sur des films très vieux, notamment les trucs qui touchent au racisme et ce genre de choses. Est-ce que tu penses que sur un film comme ça, il y aurait de la censure pour essayer de masquer ce qui est vraiment problématique, ou de toute façon tout le film est problématique? Ouais, voilà, c'est ça. Alors, il n'y a pas Sur le traitement de... des femmes et tout ça. Il n'y a pas de censure, il y a des avertissements. Notamment D'accord. donc, sur Disney+, ils mettent Une mise en contexte. un encart, une mise en contexte, disant, voilà, ce film véhicule des D'accord. représentations typiques d'une époque. Voilà. D'accord, ok. En rappelant. Après, là, effectivement, je trouve que sur ce film-là, il y aurait de quoi faire, ouais. Tout simplement pour pas le prendre au pied de la lettre. Je pense, enfin, j'ose espérer que avec comme tu disais, enfin, tu vois, je pense que les nouvelles générations verraient en quoi c'est problématique. Mais je pense que du coup, c'est quand même intéressant, ouais, de dire, bah, voilà, c'est une représentation assez, comment dire, je sais même pas, à la fois, si c'est misogyne, en fait, des femmes. Il y aurait de quoi faire, ouais. Il y aurait de quoi faire. En tout cas, t'as bien fait de pas faire ton duel et de faire que ça, parce qu'il y avait beaucoup de trucs à dire. Oui. Et donc, plutôt que de regarder ce film qui est potentiellement problématique, on peut également conseiller All About Eve avec Bette Davis, réalisé par Mankiewicz, donc, qui est sorti en 1950, alloué sur Canal VOD toujours 3€, sur la Bouygues Box, sur Apple TV, sur YouTube, sur Google Play, aux alentours de 4€, et à l'achat ici et là. Je crois que c'est le moment de se lancer des petits défis. Et oui, il y a une grande tradition, comme vous le savez, entre le Contrecast et les défis. Par exemple, cette année, John a mis au défi une équipe complètement inhabituelle du crew de faire un épisode entier du Contrecast. Vous nous direz si c'est réussi. Je suggère qu'on pose à nouveau un défi en retour à la vraie équipe du Contrecast. On a brainstormé tout l'après-midi. Je crois qu'on a trouvé quelque chose. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut poser ce défi ? Bah allons-y. Allez, vas-y Alex. Et si chaque chroniqueur et chroniqueuse du Contrecast prochain devait obligatoirement choisir quelque chose de l'année 2007. Donc, au choix, il ou elle pourrait présenter soit un jeu vidéo, un film, une série, comme il veut, du moment que c'est de l'année 2007. Voilà, je pense que la consigne est parfaitement claire, de 2007. Pourquoi pas 2007 ? Pourquoi 2007 ? Pourquoi pas 2007 ? Voilà. En tout cas... à titre personnel, j'ai vraiment très très hâte d'écouter cette émission et de voir ce que vont pouvoir dénicher les chroniqueuses. C'est bientôt la fin, mais avant la fin de cette émission, on va quand même vous partager de rapides coups de cœur. Alors, je sais pas, on peut commencer peut-être par Alex, tu avais la parole. Est-ce que tu as un coup de cœur, toi, ces temps-ci ? Alors, c'est un coup de cœur. Je sais que tu as dit rapide, mais c'est un coup de cœur 2 en 1. Oh, allez, vas-y. Ok, merci, c'est gentil. De base, en fait, quand j'ai préparé mon arrivée au Contrecast, dans le Contrecast, je voulais parler en fait, je voulais faire un petit peu comme Lulu, un octogone, pour clasher un manga qui s'appelle Shingeki no Kyojin. Oui. Donc en anglais Attack on Titan. Et on va pas dire le nom français parce qu'il n'a aucun sens. Et donc le comparer à un autre manga qui s'appelle Claymore et qui a utilisé une même technique scénaristique. Et donc en fait, pour bien faire les choses, ce que je me suis dit, c'est que j'allais relire Shingeki no Kyojin et relire tout Claymore. Donc je me suis retapé les deux mangas. Et en fait, pourquoi je n'aimais pas Attack on Titans, c'était que moi je m'étais tapé la première saison de Netflix et
Et après ça, j'avais enchaîné sur les mangas parce que je voulais pas attendre. Et c'était trop ouf. Et là, la hype, elle monte. Et là, t'as le ressort scénaristique dont je parle qui arrive. Et là, j'étais en mode, non, mais c'est de la merde. Pourquoi ils ont fait ça? Rage quit direct. J'ai tout fermé. J'ai fait au revoir. Et j'avais pas aimé parce que justement, en 2001. En fait, c'était un rêve. Non. En plus, j'ai rien spoilé du tout. Oh là là, non. Mais en fait, j'avais déjà lu quand j'étais ado une série, donc Climor, qui utilisait le même ressort scénaristique et j'avais surkiffé à l'époque et je voulais pas accepter qu'on puisse utiliser que deux œuvres puissent utiliser les mêmes ressorts, ce qui est complètement débile. Mais bon, bref, on s'en fiche. Et ce qui s'est passé malheureusement, c'est qu'en relisant Shingeki, je me suis rendu compte à quel point c'était du génie cette œuvre. Et donc, je pouvais plus faire ma rageuse. Et donc, il a fallu changer de mon fusil d'épaule. Mais du coup, mon coup de cœur initial, c'est quand même Climor, qui est donc un shonen. Alors, beaucoup parlent de ce manga comme d'un seinen, qui est donc... alors, la différence, pour ceux qui connaissent pas, shonen, c'est censé être pour jeunes garçons. En fait, c'est surtout des catégories. Ça indique la cible. Donc, un shonen, c'est censé être pour jeunes garçons. Donc, je pense que tu connais au moins de noms. One Piece. Dragon Ball. C'est marrant, du coup, moi, je croyais que shonen, ça voulait dire, tu sais, entraînement d'un héros. Enfin, tu sais, un peu quête héroïque. Non, ça, c'est Neketsu. Et en effet, c'est un sous-genre du manga, du shonen. Et c'est un enfant, c'est quand ton héros en fait, il y a plusieurs règles du neketsu. C'est marrant que tu dises ça parce que pour le coup, alors un shonen normalement c'est catégorisé. Après, c'est vraiment la cible. Ça veut pas dire que c'est spécifiquement pour. C'est les jeunes garçons. Et le neketsu, en fait, il va y avoir plusieurs codes, dont le fait de se transcender. Le héros, il va être plutôt naïf. Au fur et à mesure, il va gagner en pouvoir. Il va être entouré d'amis. Souvent, ses premiers ennemis vont devenir ensuite ses potes. Enfin bref, il y a plein de règles du neketsu, du shonen neketsu, et c'est assez ouf parce que Climor les suit tous, sauf le fait de cibler, d'avoir pour protagoniste des garçons. Et donc Climor, c'est l'histoire de filles qui font partie d'une organisation et qui ont pour tâche de combattre des démons qu'on appelle des Yoma. Et en fait, pour pouvoir combattre ces démons, on leur donne du sang de ces... Enfin, c'est pas trop expliqué, mais en gros, on leur donne du sang de ces démons. Et donc, elles deviennent moitié humaines, moitié Yoma. Et elles sont autant craintes qu'elles sont puissantes. Et donc, elles sont plutôt rejetées aussi. Tant qu'elles font leur travail, c'est cool, mais faut pas trop qu'elles se mêlent non plus à la population. Et elles se baladent avec une super grande épée qu'on appelle une Climor, du coup. Et comme personne va bien sûr communiquer avec elles pour essayer de connaître leur nom, on les appelle par extension les Climor, ces femmes-là. Mi-Yoma, mi-humaine. Et une Climor va sauver un jeune garçon qui s'appelle Raki. Et par les yeux de ce Raki, le lecteur et la lectrice rentrent dans ce monde et dans toute cette organisation et va découvrir tout ce monde des Climor et qui elles sont exactement et tout. Et c'est assez ouf parce qu'on suit donc cette Claire ou Clara au choix qui est juste complètement badass et elles sont juste complètement oufissimes. Moi, je me revois ma moi adolescente qui a juste surkiffé et là, en fait, ma moi adulte a tout autant kiffé relire tout ça. Et c'était vraiment un gros coup de cœur. Et par rapport à One Piece que je surkiffe, donc je m'excuse d'avance de dire des méchancetés de One Piece, mais par rapport à One Piece ou autre Fairy Tail, on a 10 millions de meufs dans ce manga et elles sont toutes en jupe. Mais on voit pas une seule fois des seins qui sortent, des fesses, etc. Il n'y a pas du tout de plan, comment on appelle ça, de fan service par rapport au sexe des protagonistes. Voilà, de main service, au secours. Et c'est ouf, et je pense que quand j'ai lu ça, quand j'étais petite, je me suis dit, ouais, Dragon Ball, c'est génial, One Piece, je surkiffe, mais en vrai, moi, si je dois être quelqu'un quand je serai grande, je serai une Climor. Donc, voilà. Et j'ai tout autant kiffé. Mais bon, faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est beaucoup moins recherché, beaucoup moins, au final, brainy que Attack on Titans. Donc, voilà. Mais 2 coups de secours. Très bien. On en a pour notre argent. Ben,
pour ta part, est-ce que j'ai le droit à 1 ou 2? Bah vas-y, 2 maintenant que j'ai dit 2 pour l'un, de toute façon, voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est trop tard maintenant. Sauf si je surenchéris. Non, c'est faux. Écoutez, ma première reco, j'allais la faire avant même de savoir qu'il y avait un point commun avec ma chronique. C'est que c'est également une série adaptée d'une série israélienne. Écoutez, le hasard, soit Israël fait des super séries que tout le monde veut faire. Qui s'appelle, donc c'est une série américaine adaptée d'une série israélienne. La série israélienne s'appelait Kvodo, je ne sais pas le prononcer. KVODO. Et la série américaine s'appelle Your Honor, ou Votre Honneur, même si le titre n'existe pas en France, mais c'est comme ça que c'est traduit dans les trucs juridiques, dans les films juridiques, judiciaires plutôt. C'est une série de Showtime, donc Amérique, dont l'acteur principal est Bryan Cranston, qu'on connaît bien pour Breaking Bad. Et je vais fatalement faire une comparaison, pas parce que c'est le même acteur, mais parce que la série peut y faire penser. C'est une série dont le sujet est... Je sais pas comment continuer cette phrase, donc je fais un point. Bryan Cranston, en fait, il joue un juge de la Nouvelle-Orléans, donc un mec très respecté. Voilà, qui est haut placé, qui a un peu de sous, etc. Sa femme est décédée et son fils unique va avoir un accident, enfin, ou plutôt provoquer un accident et même tuer quelqu'un. C'est pas vraiment un spoil, c'est vraiment le pitch de base. Et toute la série, ça va être des décisions que va prendre ce père de famille, qui donc est non seulement il est haut placé, mais c'est aussi quelqu'un qui est connu dans la communauté, etc. Qui a des relations politiques, voilà. Et du coup, en gros, il va évidemment décider de couvrir son fils et de l'aider. Et c'est là que ça ressemble un petit peu à Breaking Bad, fatalement. C'est que voilà, c'est quelqu'un qui va tout faire pour sa famille, quitte à se mettre dans la merde, à transgresser la loi, puis c'est l'escalade, c'est surtout, voilà, c'est tu commences à foutre un truc sous le tapis et puis en fait il y a un bras qui dépasse, c'est une métaphore, hein. Et donc du coup voilà, ça va être, alors le pitch est assez simple, mais évidemment il n'y a pas que ces deux personnages là, il y a son meilleur ami qui se présente pour être maire de la Nouvelle-Orléans, il y a son ami flic qui du coup est son ami, mais du coup elle doit pas fouiner parce que sinon on va se rendre compte qu'il cache des trucs et qu'il transgresse la loi, etc. Et à chaque fois qu'il essaye de corriger, enfin plutôt de planquer une preuve par exemple, bah du coup ça coule de l'autre côté, enfin ça fuit de l'autre côté. Et voilà, c'est très très bien joué, la photo est très cool, la réalisation est super, ça donne une ambiance. Je pense qu'ils ont pas choisi de la Nouvelle-Orléans par hasard, déjà il y a des décors assez fous, puis ça grouille, et puis il y a une ambiance un peu moite, tout le monde sue tout le temps. C'est un peu voilà, il y a une ambiance un peu lourde. Et voilà, en fait j'ai regardé ça vraiment juste pour l'acteur parce que j'adore Bryan Cranston, et j'ai été happé par cette série où effectivement j'ai fait la comparaison avec Breaking Bad. De toute façon, je pense que de base, inconsciemment, Breaking Bad est tellement fort que si on l'a vu, dès qu'il y a Bryan Cranston, on a forcément Heisenberg dans un petit coin de la tête. Mais voilà, j'ai trouvé que le pitch de base était super, que la simplicité du pitch était explosée par tout le développement qu'il peut y avoir par les personnages, par les actions, par les dialogues. À chaque fois, tu sais, pour moi, c'est une tension constante, c'est-à-dire que t'as toujours l'espoir que ça va être fini, que ça va être bouclé, parce qu'au final, t'es du côté du fils, même s'il a commis un crime, t'as pas envie qu'il se fasse attraper parce que c'est le fils du héros. En fait, tu dis, ok, là c'est bon, dans cet épisode, s'il fait ça, ça va se régler. Et en fait, non, parce que forcément, il y a des emmerdes de l'autre côté, des personnages qui parlent, d'autres qui se font buter, etc. Donc voilà, ça s'arrête jamais, c'est hyper tendu et c'est génial. Je vous le conseille, ça s'appelle Your Honor. C'est dispo sur Canal si vous avez Canal, et puis sinon vous débrouillez, hein, je ne vais pas vous inciter à quoi que ce soit. Il y a une saison de 10 épisodes pour l'instant, c'est des épisodes d'1 heure. Je sais pas s'il y a une saison 2 qui est prévue ou pas, mais voilà, je vous le conseille parce que c'est très très qualitatif. Quali. Et donc un autre un bonus. Ah oui, et pour notre truc c'est plutôt court, c'est un gars qui est youtubeur, vidéaste, acteur, qui s'appelle Jérémy Nadeau, qui soit dit en passant est un extrêmement BG, qui fait donc il a sa chaîne YouTube mais il poste pas beaucoup, il fait plus de trucs genre comme TikTok où il s'invite dans les vidéos de ses potes youtubeurs, mais en tout cas sur sa chaîne il y a un format que je connaissais pas, que j'ai découvert, que j'ai adoré, qui s'appelle Frère, comme t'inquiète frère, ça ou quoi, qui est en fait une mini-série, je crois qu'il y a 5 épisodes, et c'est si je dis pas de bêtises, c'est entre 4 et 6 minutes à chaque fois, et en gros c'est un genre de sitcom, ça se passe toujours dans son appartement entre lui et son coloc, donc c'est pour ça qu'il l'appelle Frère, où en fait il leur arrive toujours que des merdes, enfin des pitchs vraiment basiques, mais bon voilà,
c'est drôle, c'est bien joué, c'est ça qui est assez intéressant, et c'est toujours des situations complètement cocasses et complètement irréelles. Et exactement. Et je trouve ça hyper drôle parce que lui, je trouve qu'il est hyper attachant, il sait très bien jouer. Et puis voilà, c'est juste, c'est drôle. Il y a une saison 2 qui est apparemment en écriture. Et puis je vous conseille aussi d'aller voir son TikTok, soit dit en passant, Jérémy Nadeau, Jeremy Nadeau. Très bien. Eh bien, fonçons sur TikTok. Voilà. Lulu, si tu as des petits coups de cœur, c'est ton moment. D'accord. Et ben moi, mon premier coup de cœur, je sais pas si vous connaissez, c'est Scrubs. C'est une petite série ça alors. qui est pas récente, mais que j'ai commencé à regarder récemment parce que j'ai Disney+ maintenant et que donc c'est sur ma Star sur Disney+. Non, sur comment ça s'appelle, Stars, je ne sais plus. Le contenu oui, c'est ça, plus c'est adulte. ça. Ouais, c'est ça. Stars, ouais. Donc voilà, et tout le monde m'avait dit ouais, c'est trop bien Scrubs, tu vas voir. Alors, souvent je suis un peu réfractaire quand on force un peu trop. Et en fait ouais, c'est super, c'est vachement bien. C'est un peu méta, tout ce qu'il faut, c'est drôle, ça aborde plein de sujets qui peut-être je sais pas, c'était quoi, c'était début des années 2000, mi-année 2000, le début de Scrubs. Des sujets qui maintenant sont vraiment centraux et peut-être qu'à l'époque c'était une des seules grosses séries qui en parlait. C'est très fin, très bien écrit, drôle, touchant, voilà. Donc est-ce que ça a bien vieilli? Ouais, ça a bien vieilli, ouais. Okay. Une série donc médicale avec des médecins au début, donc des médecins qui sont comment ça s'appelle, avant d'être internes, ils sont je sais plus quoi, et puis au fur et à mesure ils montent en grade, et donc 4 personnages, celui joué par Zach Braff, une médecin femme, son amie qui s'appelle Elliot. Merde, je ne vais pas me souvenir du nom de l'acteur. Son collègue qui est en chirurgie. C'est le gars de Clueless. Comment il s'appelle ce gars? Ouais. Et j'ai vachement bien préparé mon truc. Je suis muni d'internet, bouge pas. Et puis une infirmière qui s'appelle Carla. Christopher Turk. Ouais. Ah oui, le personnage, ouais, c'est Turk. Ouais. Ah, c'est Donald Faison. Donald Faison. Je crois que j'avais jamais vu son nom avant. Oui, c'est bref, un super casting, très bien. Une série avec plein de personnages. Et donc, à mon tour, je recommande Scrubs. Voilà. Et le deuxième, Ben, ça va te faire plaisir. Je suis là. J'ai lu du Brubaker et Phillips, donc là on est plutôt du côté des comics. Donc pour raconter la petite histoire pour Comics Outcast, donc notre podcast confrère, dans lequel on parle de comics, pour une émission sur à la demande de Ben, on avait dû lire un comics donc d'un duo qui est assez culte, donc d'un scénariste et d'un illustrateur qui s'appelle Ed Brubaker et Sean Phillips, qui relançait une série plus ancienne qu'ils avaient commencé pareil dans les années 90 peut-être. Ouais, c'est comme ça. 2000. Qui s'appelle Criminal, et c'est l'émission avec Dedo. Oui, c'est vrai. Et je me suis ridiculisée en disant donc que je n'avais. Non, mais c'était sincère. En plus, j'avais vraiment pas aimé. Ridiculisé. T'as pas aimé. Non, mais voilà. Donc j'avais pas aimé cette lecture, et donc c'est devenu un petit peu un running gag. Et donc je m'étais dit que quand même je réessayerais. Et donc c'est ce que j'ai fait en lisant Fade Out. Pour rester dans le thème du Hollywood des années 40, voilà, des gros studios tout puissants, et j'ai été absolument happée par l'écriture et par le style graphique aussi.
Donc voilà, je suis très très contente. Donc donc à Hollywood, pareil, donc à la fin des années 40, le personnage principal c'est un scénariste qui a du mal à écrire mais qui garde ça secret et qui trouve morte, décédée, une actrice un peu justement à la Rita Hayworth, complètement sous la coupe du producteur, et donc il sait pas du tout ce qui s'est passé, et il va se retrouver dans une histoire de cover-up. Donc ils vont cacher la raison de sa mort, faire passer pour un suicide. Et donc on suit un petit peu tous les gens impliqués. Donc il y a lui, le scénariste, il y a aussi donc le producteur, il y a des flashbacks avec l'actrice, il y a une meuf chargée de la publicité, de la communication. Donc tout ça dans le milieu donc de Hollywood, autant donc où c'était encore le panneau Hollywoodland qui était sur les collines de Los Angeles et pas juste Hollywood. Et c'est super quoi. Donc ambiance film noir aussi, hyper bien écrit. Donc voilà, donc je recommande, c'est un gros coup de cœur. On peut recommander toute leur comment on dit, bibliographie. Ouais, bah il y a Criminal des années 90, sinon plus récemment, il y a My Heroes Have Always Been Junkies. Oui. Et Kill or Be Killed aussi. Kill or Be Killed, voilà, c'est des... je suis bien content. Si vous avez traîné un peu dans les rayons comics des librairies, c'est des couvertures que vous avez forcément déjà vues. Oui. Donc laissez-vous tenter. Je n'ai qu'une seule envie, à titre personnel, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est signé. Joli. Pour ma part, je le dirais en 2 phrases, une reco d'une petite série à peu près aussi récente que Scrubs. Je me suis refait des Malcolm suite à WandaVision. J'ai jamais vu Malcolm. Ça reste quand même du génie. Enfin, vraiment le niveau de réal et l'ambition scénaristique, le niveau de l'humour et tout, ça reste assez dingue à regarder aujourd'hui, je trouve. Bryan Cranston aussi. Et voilà, oui. Comme quoi on a fait une petite thématique, puisque en plus dans le dernier épisode, Anya, je crois, parle ou Hailey peut-être, parle de Breaking Bad et dit que voilà, elle touche même un mot de Your Honor. Et à côté de ça, je ne peux que vous recommander d'écouter le dernier album de Fauté qui s'appelle On Hold, qui est un album d'ambiance qui fait vraiment beaucoup de bien en ce moment quand on a besoin de se concentrer en télétravail. Comment tu l'écris ? Ouais, ça s'écrit comment, Fauté ? Comment l'écris-tu, Fauté ? Photay, qui est un artiste assez complet qui fait Fauté quoi. Qui fait de l'électronica ambiante, presque parfois. Allô ? Oui. Allô ? Et je ne vous entends Benjamin. plus. Vous m'entendiez ? Mais oui. Bah ouais, on t'entendait. Je vous entendais plus. En fait, j'ai dit Fauté, j'ai fait ma blague sur Fauté, et puis après, on s'est barré. Plus rien. On s'est tout simplement barré. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, vous m'avez détesté. Exactement. 2 heures d'enregistrement. Tu veux reprendre, Adrien ? Non, c'est très bien comme ça, je le laisserai comme ça. Une pensée pour Kétrus. Eh bien, écoutez, on touche donc à la fin de l'émission. Gros récap, Alex a parlé de Life is Strange 2. Lulu nous a présenté une opposition légendaire dans un octogone qui n'a pas été si sanglant que ça, entre Gilda et Yves. Et enfin, puisque mon conducteur n'est pas dans l'ordre, nous a parlé de son coup de cœur pour En Thérapie d'Eric Toledano et d'Olivier Nakache, disponible sur arte.tv. On a mis au défi l'équipe du Contrecast de faire une émission dédiée à l'année 2007. Et en coup de cœur, on a présenté tout un tas de trucs où mes notes sont trop mal organisées pour les récapituler. Merci encore à toute l'équipe pour vos chroniques. C'était génial de faire cet épisode avec vous. On vous rappelle l'existence de Vaisseau Hypersensas, le collectif de podcasts dont le Contrecast fait partie, qui dispose d'un Patreon
qui est un site internet qui permet à nos auditeurs de faire des micro-dons qui vont servir à la structure associative que nous sommes, de vivre, de payer les serveurs, de payer les noms de domaine, l'hébergement de nos épisodes, ainsi que la location d'un studio que nous appelons affectueusement le vaisseau Hypersensas, où nous enregistrons nos épisodes en temps normal, bien sûr, et où on peut accueillir nos chers patronautes pour des enregistrements en direct, des petits apéros, organiser des événements, acheter du matériel de qualité, etc., etc. Votre soutien compte énormément pour nous. N'oubliez pas de vous abonner au Contrecast. C'est disponible sur Spotify, sur Podcast Addict, sur Apple Podcast et plein d'autres. Avant de vous quitter, j'ai envie de vous lancer une petite devinette puisqu'on parlait de 2007 tout à l'heure. Savez-vous combien de nominations aux Oscars a eu ce film très célèbre Blood Diamonds avec Leonardo DiCaprio aux Oscars de 2007? Combien de nominations? Combien de nominations aux Oscars? Je vais vous donner un indice. 15, je vous donne un indice. 15. C'est 5 fois plus que le nombre de nominations de Superman Returns. Ça doit être faux, je suis sûr qu'ils ont été émis dans des trucs. Attends, il a dit 5 fois plus, mais du coup, 0 fois 5, ça fait 0. Donc ça peut être 0, la réponse. C'était effectivement 5. Nomination de... Comme le nombre d'étoiles à mettre sur Apple Podcast au Contrecast. Voilà, merci à tous. On se retrouve le mois prochain pour une émission, un nouvel épisode du Contrecast avec le crew habituel. On vous laisse tout un tas de petits liens dans la description du podcast et on se retrouve très vite sur le VHS. Gros bisous à tous. On aurait peut-être pu parler quand même de nos activités connexes, enfin tu vois, le Comics Outcast, Comité, Le Défaussé, Féroce. Connexion sur e-Toys, mon carnet. Ouais, mais tant pis. bah, on peut laisser ça en outro. Hein. Ouais. le procès. Oui, le procès d'outro, ouais.